le magazine Énergie Positive. Michael Nyman qui nous accompagne, Laurent Fent avec vous, ainsi que Maxence Laillé pour donc ce livre Électroculture et énergie libre, les bienfaits de l'électricité et du magnétisme naturel pour des cultures écologiques. Maxence, on a vaguement, parce que ce livre, c'est avant tout une sorte de manuel, hein. Il y a toutes sortes de pratiques, de techniques, il y a des dessins, des schémas. Comme tu le disais, il suffit d'être un petit peu bricoleur, d'expérimenter soi-même, de voir. J'aimerais qu'on puisse un instant parler de Georges Lakhovsky. Je pense que c'est un peu incontournable parce qu'il a aussi bien fait pour les êtres humains que pour les plantes. Oui, bah c'est même ses premières expérimentations en fait, hein. Donc Lakhovsky, c'est un pionnier de la médecine électromagnétique. Il est connu pour un appareil qu'il avait fabriqué qui aurait permis ou a permis de soigner et de guérir des cancers dans les années 30. Voilà. Donc c'est un vrai pionnier. Il avait notamment donc il avait une conception du monde électromagnétique. Il appelait ça l'universion ou l'univerion. Et où il avait donc réinterprété l'ensemble de la physique ou de la biologie sous l'angle vibratoire, sous l'angle des fréquences électromagnétiques, etc., etc. Bon, c'était un ingénieur, un inventeur. Mais en fait, son premier dispositif dans les années 1927 ou 1928, je crois, c'est ce qu'on appelle un circuit oscillant, c'est-à-dire un anneau métallique, mais qui n'était pas fermé. Il y avait une petite ouverture en bout qui était placée autour de plantes et qui permettait à ces plantes d'être en bonne santé, quoi. Donc il appelait ça un circuit oscillant. Dans le jargon officiel, on va appeler ça un dipôle de Hertz. Voilà, c'est un dispositif à part entière. Il y a des schémas à la fin du bouquin des différentes formes de dipôle de Hertz qui existent, hein. Et, euh, et puis, donc en fait, le principe, c'est que ces cercles en cuivre d'un certain diamètre, d'une certaine largeur de tube, on appelle ça des sections, d'une certaine section qui était autour de la plante et qui était en plus installée selon un certain Orienté, angle, ouais. voilà, selon un Certain certain degré. angle, par rapport à une certaine orientation, par rapport aux normes magnétiques, etc., etc. Donc ces éléments-là, conjugués, faisaient que, hop, on va donner de l'énergie qui va aller dans le sens de la santé à la plante. Et sa première démonstration, elle se passe à la Pitié-Salpêtrière, dans un hôpital. Et il fait ça sur des géraniums qu'on a infectés, à qui on a inoculé des bactéries qui font des tumeurs type cancéreuses sur les plantes. Et il se trouve que pour les géraniums qui ont été dotés de l'appareil, eh ben, ça se passe plutôt très bien. À travers tout ça, la boursouflure végétale dessèche et tombe de la plante, alors que pour les échantillons témoins, eh ben, elles s'en sortent pas. Donc ça, il y a eu communication à l'Académie des sciences par rapport à ces résultats. Il bossait en relation avec Darsonval, hein, qui était un peu son parrain scientifique. Et voilà, voilà. Donc les travaux de Lakhovsky ont débuté avec des plantes. Et les systèmes enfin de circuits oscillants, c'est passif, c'est métallique, ça se met autour des plantes, ça peut se mettre autour d'un tronc d'arbre. Ce qui compte, c'est vraiment toujours de garder une certaine proportion qui est expliquée dans l'ouvrage. Et il y a plein de photos de plantes d'aujourd'hui. Moi, je suis allé voir des personnes, notamment Guy Thieux, qui font qui utilisent le circuit oscillant comme système passif, basique, autour des plantes pour qu'elles fleurissent bien, qu'elles fassent des bonnes poires, voilà, des trucs plutôt sympas. Nous allons ouvrir le standard déjà d'une part pour les auditeurs et leurs questions, le 08 92 23 95 20. J'aimerais qu'on puisse parler, parce que le sujet sur l'électroculture est très vaste, on peut rentrer dans les détails sur aussi bien les appareils, les dispositifs, les matériaux, aussi bien les longueurs, les profondeurs, pour toucher ces fameux champs telluriques ou alors combien avec les champs Schumann. J'aimerais qu'on puisse aborder ta revue. Orbs, c'est une revue, il y a le numéro 0, le premier, qui est donc paru il y a de cela quelques mois. L'occasion donc d'en parler et de nous dire ce que tu as souhaité à travers cette revue. Alors, au sujet de Orb, l'autre planète, hein, ben,
Elle est partie d'un constat, c'est qu'il y a des informations aujourd'hui qui ne sont pas forcément relayées dans les médias, alors que moi je les voyais passer en tant que journaliste scientifique spécialisé. Et en discutant avec des collègues journalistes, c'était un peu la même chose du côté de l'archéologie, c'est un peu la même chose du côté des sciences de l'esprit, c'est un peu la même chose. Et puis il y a aussi des choses qui se passent dans le domaine artistique, y compris dans des arts sacrés ou les arts visionnaires. Enfin, il y a des choses belles qui se déroulent du côté artistique et qui mériteraient d'être un peu plus mises en avant, ou en tout cas, de facto, ça existe, il se passe des choses, mais ça ne rentre pas, semble-t-il, dans l'agenda des médias officiels ou des médias dominants. Et donc, du coup, par rapport à ça, il y a eu vraiment cette idée qui est venue de fabriquer un espace, de fabriquer une tribune éditoriale où on peut rassembler comme ça le meilleur des choses qui se déroulent dans le monde aujourd'hui, des choses qui sont belles, des choses qui vont dans le bon sens. Avec en plus, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre époque, c'est que toutes les infos sont là. Elles sont juste recouvertes par du bruit informationnel, que ça soit sur Internet ou ailleurs. C'est-à-dire que tout le monde, il y a plein de dépêches qui sortent dans tous les sens, il y a plein de médias, il y a plein de langues, tout est par Internet ou tout est sur le net. Mais pour autant, si on n'est pas en train de coller dans son écran 24 heures sur 24, eh ben, on ne voit pas passer les trucs. Et même si on les voit passer, comme on est saturé, surinformé, submergé d'informations, ça fabrique de l'oubli. Donc en fait, il y a un choix vraiment délibéré de faire une revue papier. Tu pourras en parler puisque tu l'as en main, quoi. C'est un mélange entre un livre et un magazine. Et en même temps, ce livre et ce magazine, on se donne l'espace, on se donne la place de parler en profondeur des sujets. Là, dans celui-ci, on évoque donc on commence, chaque numéro, on commence avec un récit mythique. Là, c'est la naissance du monde selon les Kogi. Ensuite, dans chaque numéro, il y a une rencontre avec un prix Nobel. Cette fois-ci, c'est le professeur Montagnier avec qui on discute un petit peu mémoire de l'eau, mais surtout une nouvelle conception de la médecine qui fait suite à ses travaux sur la mémoire de l'eau. Il y a un grand reportage en Inde auprès des femmes peintres du Mithila, qui donc une tradition picturale là-bas qui est très très belle, et c'est surtout un art sacré dans leur façon de peindre. Et donc on a une romancière qui a eu un prix Renaudot en 2001 qui nous raconte un peu son voyage là-bas et comment les femmes peignent. On a une nouvelle de science-fiction, c'est le cas de La Mer des Nefs, d'une auteure française mais qui écrit en anglais, et donc on a traduit cette nouvelle en français. Il y a des choses, le Sansora, c'est de la thérapie électromagnétique à partir de lumière, de son, et on est dans un fauteuil qui vibre, donc on a aussi donc des vibrations sonores qui viennent traverser le corps et qui soignent, et on a de la publication scientifique autour du Sansora qui vient montrer les bénéfices. C'est un dispositif qui était en développement depuis 30 ans, on l'a découvert en juillet 2012 en France, et moi j'ai eu la chance de faire des séances en solo et de voir aussi collectivement dans une salle comment ça rend, et donc il se trouve qu'en plus sur le Sansora, on commence à avoir une bibliographie scientifique un peu conséquente entre ce qui se passe en Russie ou aux États-Unis quant au bienfait du Sansora sur tout ce qui est dépression, stress et machin, puisque ça fabrique de la relaxation et ça met le cerveau dans des ondes de réceptivité qui sont un espèce d'état de bien-être au sein duquel la capacité du corps à se remettre dans un état santé, à se remettre dans la joie, à se remettre dans le bien-être, à se remettre dans le plaisir est réenclenché. Voilà. Donc il y a cette volonté comme ça de rassembler des connaissances. Il y a un sujet sur les cycles solaires qui fait écho à un congrès sur la météo spatiale qui a eu lieu en Russie. Donc il y a l'idée de rassembler des connaissances un peu toutes disciplines confondues, que ce soit l'archéologie, les sciences cognitives, bien sûr la parapsychologie. On a un super texte sur les passerelles entre le surréalisme et la parapsychologie qui est fait par Bertrand Méheux, qui est un spécialiste de l'histoire des sciences, de la parapsychologie en tout cas, des médiums. Donc on rassemble comme ça une quinzaine de sujets vachement illustrés, puisque l'idée aussi c'est qu'il y ait beaucoup d'images, ou en tout cas qu'il y ait des images fortes qui accompagnent le texte, et ça permet comme ça d'avoir un peu une expérience. On revient en fait à la noblesse d'un média papier, ou en tout cas de la beauté fondamentale du livre. Voilà. Oui, effectivement, parce que lorsque l'on a en main ce livre, parce que c'est pas un magazine en fait, tu reprends, tu fais la synthèse comme tu le dis, je vais pas reprendre ce que tu viens de nous dire, mais de prime abord, quand on voit le livre, on se dit bon bah c'est un livre quoi, c'est pas un magazine. Le format aussi, pourquoi avoir choisi ce format qui n'est pas un format A4 traditionnel? Bien, c'est vrai que le format, donc c'est un format plutôt carré,
Mais c'est parce qu'en fait, quand on raisonne comme ça en se disant, tiens, on va parler des infos dont on n'entend pas parler, on va être transdisciplinaire, c'est cette idée un peu que c'est une revue holistique ou une revue un peu intégrale qui s'adresse à tout, qui parle autant du visible que de l'invisible, qui s'adresse à toutes les dimensions de l'être, hein, à l'œuvre humaine en général, art, science, humanité, conscience, c'est un peu une des baselines de la revue. Mais en fait, la vision, ça s'appelle Orbe, l'autre planète. Pourquoi? Parce que en fait, ce qui nous est venu, c'est bien sûr, ce qu'il faut faire, c'est le Planète d'aujourd'hui. Donc Planète, c'est une revue qui a existé dans les années 60-70, hein, qui était faite par Louis Pauwels et Jacques Bergier, en relation avec un imprimeur et éditeur qui s'appelait Jacques Richaudot. Et, François Richaudot, pardon. Planète, ça a été une revue qui a fait bouger les lignes dans les années 60 en France, puisqu'il y avait autant des trucs sur la cryptozoologie, avec Evelmans qui signait, il y avait des choses sur la parapsychologie ou l'intelligence des animaux qui étaient faites par le professeur Rémi Chauvin, on avait des choses sur le cosmos ou l'énergie qui étaient faites par Jean Charon, il y avait des articles sur Teilhard de Chardin, et puis bien sûr des textes de Pauwels, de Bergier, il y avait Kévran qui a fait des papiers sur la transmutation biologique. Ça, on a un papier sur la transmutation biologique qui viendra dans le prochain numéro de Orbe, l'autre planète, qui est signé par Jean-Paul Biberian et qui fait le pont entre transmutation biologique, fusion froide et Alchimie. bactéries. Ben oui, mais en tout cas là, dans cet article-là, sur la façon dont il y a des expériences qui ont été faites en Ukraine qui font qu'en utilisant un certain mélange de bactéries, on est capable de faire des réactions de type transmutation au niveau des éléments chimiques présents dans de l'eau radioactive et qui a pour effet de diminuer par 300 fois la durée de vie de la pollution radioactive. Donc ça accélère la dégradation de la pollution radioactive C'est énorme, grâce à ça. des bactéries, bien sûr. Et donc voilà, il y a ces infos-là qui existent. À chaque fois, c'est bétonné, ou en tout cas, on en parle aussi parce qu'il y a des articles scientifiques qui ont été publiés depuis 5 ans, 3 ans, 2 ans sur ces sujets-là. On n'en entend pas parler, certes, néanmoins ça existe, et ça existe. Et il y a plein de choses qui se passent comme ça, qui sont assez incroyables, mais qui sont magnifiques, qui sont géniales, qui se passent au Mexique, qui se passent en Inde, qui se passent en Russie, qui se passent au Brésil. Et donc c'est aussi pour ça que ça s'appelle L'autre planète, c'est en référence à l'esprit de la revue Planète, qui était donc, comme Pauwels le disait, la première revue de bibliothèque. Nous, aujourd'hui, on est plus un peu dans la mouvance des revues comme Feuilleton, 21, ce qu'on appelle un peu des MOOC, hein, c'est des nouveaux types de magazines au format livre. Donc nous, on est plutôt comme ça sur une logique art-science, mais c'est l'autre planète parce qu'il se passe aussi des trucs ailleurs dans le monde, ailleurs qu'en Europe. Et il est temps d'en entendre parler. Je suis bien d'accord avec toi. De surcroît, ce livre, bon, alors pour information, 192 pages, pour Mhm. le numéro 0 en tout cas. 192 pages, magnifique, hein, la mise en page, la qualité papier. Enfin, c'est un livre, comme tu dis, un magazine livre. Où est-ce qu'on se le produit? Pour qu'on se le Procure? procurer. Donc en Procure. fait, on peut se le procurer. Alors il y a le numéro 1 qui est rentré en maquette. Il y aura des pages sur les monnaies complémentaires, avec notamment une interview de Younous, le prix Nobel de la paix, qui fait du microcrédit. La question qu'on lui posait, vu qu'on fait la guerre au nom de l'économie et de l'argent, là on explore avec lui l'art de la paix, enfin en tout cas la microfinance appliquée à l'art de la paix. Il y a donc quelque chose sur les transmutations biologiques avec Jean-Paul Biberian. Il y a un gros document sur les NDE, un récit de 32 pages fait par Éric Pigani qui raconte comme ça, en tant que grand témoin, 35 ans de recherche et de phénomènes sociaux autour des NDE et de reconnaissance des NDE, et notamment en ouvrant en ouvrant notamment sur un aspect qui est qu'on n'est peut-être pas obligé de mourir pour connaître des NDE. Alors ça commence comme ça, quoi. C'est ce qu'on appelle, c'est le phénomène des NDE spontanés, ce que les spécialistes appellent ainsi. On a un autre texte sur la géométrie cachée des fleurs. Donc là, on est plutôt nombre d'or et Fibonacci en croisant ça avec. Et les premières mises en équation mathématiques datent des années 1830, hein, dans la façon dont les fleurs respectent des plantimétries, la disposition des feuilles, la disposition des pistils dans les fleurs. Bon, voilà, ça répond à des lois mathématiques et c'est ces choses-là qu'on raconte dans l'ouvrage. Il y a aussi quelque chose sur l'œuvre de Dürer, enfin voilà, donc qui est signé par Guittieu. Donc on a vraiment comme ça différentes choses qui sont autant scientifiques, modernes, que traditions liées à l'histoire de l'art ou traditions liées à d'autres savoir-faire qui arrivent. Donc le numéro 1 est en train de rentrer en maquette.
Et puis, donc, ça se trouve sur un site web www.orbs.fr. Donc, orb comme orbs, hein, ORBS en 4 lettres, l'autre planète. Et donc, bah, on tombe sur le site de la revue et sur la boutique en ligne. Voilà. Aujourd'hui, il y a une trentaine de librairies qui l'ont, et le numéro 1 qui va être donc mis en librairie fin août, début septembre. Il y aura sans doute beaucoup plus de librairies qui l'auront. Et puis sinon, bien sûr, pour toutes les personnes qui l'achètent en ligne ou qui s'abonnent, ben, elles le recevront en avant-première. Est-ce que tu t'es fixé avec Orps, je sais pas, 2 par an, 3? Comment est-ce que tu penses gérer le nombre de sorties de numéros à Ah ben, l'année? normalement, on est un trimestriel. Alors, on a mis un peu de temps entre le 0 et le 1 à sortir, parce que comme c'est la qualité qui nous anime, ben, automatiquement, on reste sur l'ouvrage tant que ça ne nous convient pas. Donc sur les textes, sur l'iconographie, le choix des images qui accompagnent, puisqu'il y a des portfolios aussi, hein, d'artistes présents à l'intérieur, histoire d'avoir des belles choses devant les yeux, parce que si c'est beau, il se passe des choses qui ne passent pas par le mental, quoi. Donc il se passe des choses avec le corps, il se passe des choses à travers les yeux. Voilà, c'est une information sensible ou une information sensorielle différente qui est transmise. Et puis, donc voilà, donc normalement c'est un trimestriel. Donc là, bah, il y a le numéro 1 qui va sortir avec l'été, plutôt courant août. Il y a un numéro 2 qui va arriver en novembre. Voilà, quoi, ça suit sa route comme ça, quoi. Je rappelle le numéro de téléphone pour vous, auditeurs, auditrices, pour poser des questions, notamment à travers le livre de Maxence et de Roland Verlaine, Électroculture, énergie libre. Nous avons eu l'occasion durant 2 heures et demie quasiment, d'aborder ce sujet-là, ce thème-là, avec 2 témoignages. Vos questions au 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20. Tu as choisi, c'est pas mal, pour le numéro 0 de Orps, d'aborder donc le monde selon les Kogi. Alors, Aluna, au commencement, était la mer. Pourquoi avoir choisi ce peuple premier? Ben, il y a l'idée au niveau des récits mythiques qui vont être présents au fil des numéros, c'est qu'on raconte une histoire. C'est-à-dire chaque numéro de Horns, c'est un chapitre de la grande histoire. Ok, donc, ce qui fait qu'on raconte une histoire au fur et à mesure des numéros. Et là, il se trouve que ce texte, au début, était la mer Aluna. Et ben, ça commence au début, au commencement était la mer, tout était noir, il n'y avait ni soleil, ni lune, ni peuple, ni animaux, ni plantes, rien que la mer. M-E-R et non plus M-E-R-E. Et il se trouve que, ben oui, peut-être qu'il y a des liens avec les autres textes présents dans le contenu, mais notamment cette histoire de la mer ou la création du monde avec les 9 mondes. Bon, ben voilà, on est dans la création du monde, c'est pour ça que le numéro 0 de Orb s'appelle le commencement. Chaque numéro de Orb aura un intitulé, comme un ouvrage, et en même temps, il y a un chiffre qui va avec, puisque c'est un chapitre de la grande histoire. Le 08 92 23 95 20, nous accueillons Paul à l'antenne. Paul, bonsoir. 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 Bonsoir l'intervenant, j'ai pas retenu ton prénom, ton nom. Maxence. Maxence, pardon. Je dis que je l'ai pas retenu, je l'avais pas à l'esprit à l'instant, mais alors que effectivement je connais ce nom, le Maxence Taillé. Oui, j'apprécie en fait tes travaux depuis un moment Merci. de loin, hein, mais bon voilà quoi, j'apprécie beaucoup. Et j'ai été touché par le propos là de Jean-Paul Béverian qui signe un article dans le numéro 1 à propos de transmutation. Oui, ça c'est pour la revue Orbe, l'autre planète. Effectivement, dans le prochain numéro, il y aura un papier de Jean-Paul histoire de faire le point et de faire aussi le lien entre l'histoire des transmutations biologiques et les dernières nouvelles de la science en matière de transmutation biologique, et notamment avec en plus l'application sur le fameux sujet sensible des pollutions radioactives. Voilà. Alors c'est pour ça que j'appelle. Est-ce que tu pourrais donner un petit peu de détails là-dessus? C'est quoi l'histoire? La Euh, radioactivité intégrée aux plantes qui sont non, en jeu? non, c'est légèrement différent. C'est-à-dire, en fait, il y a deux choses. C'est que il y a la fusion froide, qui est donc un phénomène qui existe et qui permet qui est donc une source d'énergie libre possible. Et voilà. Et donc c'est en 89 qu'on a les premières expériences de fusion froide qui sont présentées à la presse. Et puis donc depuis 20 ans, c'est suspecté de pseudosciences, alors qu'on a des résultats expérimentaux qui s'accumulent, des anomalies en termes de dégagement de chaleur, c'est-à-dire d'énergie. Donc il y a un excès d'énergie qui est produit par une certaine type de réaction chimique. Et puis on a un phénomène. Non, je t'en prie. Si Jean-Paul était là, il te reprendrait. C'est pas chimique.
Ouais, enfin, on est dans de l'électrochimie. Alors, si tu veux, c'est quand même du palladium qui est plongé dans de l'eau lourde. On est sur des réactions électrochimiques. Voilà. Ah, moi j'ai retenu, enfin pour l'avoir lu, que sous sa plume, si j'ai bonne mémoire, que c'est pas justement une réaction de nature chimique. C'est pour ça qu'on peut parler de fusion froide, ou peut-être d'autres choses d'ailleurs, parce que je ne sais pas si c'est vraiment de la fusion froide, je ne maîtrise pas, mais il me semble que il le distingue bien en termes physiques des réactions du type chimique. Oui, enfin, si tu... Mais il y a une réaction qui se passe avec deux éléments qui sont en présence l'un par rapport à l'autre, éventuellement un troisième au milieu. Donc c'est une réaction chimique, une mise en présence d'éléments chimiques, que ça soit du solide, du gazeux ou du liquide, qui génère quelque chose. Et ce quelque chose qui est généré se traduit généralement par un excès de chaleur. Voilà. Et donc après, dans quel modèle on se situe pour expliquer ce phénomène étrange qui défie les lois communément admises? C'est là où il y a débat. Je ne te dis pas que l'origine ou le comment est d'origine chimique. C'est juste qu'en tout cas, il se passe quelque chose dans un contexte d'ordre chimique. Et après, eh ben, on va appeler ça des réactions nucléaires à basse température, ou on va appeler ça la fusion froide. Après, il y a plusieurs noms possibles. Et il y a donc un des chemins qui existe, c'est l'école de la transmutation biologique. Historiquement, le plus connu, et c'est un Français, c'était Quevran, qui s'était intéressé aux transmutations biologiques. Très concrètement, c'est l'histoire des poules qu'on observe. On leur donne une nourriture où il n'y a pas de calcium à l'intérieur, et elles font des œufs, il y a du calcium dans la coquille. Donc il y a eu transmutation biologique, c'est-à-dire il y a une transmutation d'éléments chimiques, il y a apparition d'un élément calcium, alors que les poules ne disposent pas d'intrants chimiques de type calcium. Okay, et donc, quand un élément chimique est transformé en un autre, on appelle ça une transmutation. Donc c'est ce qui se passe du côté de l'alchimie, et c'est ce qui se passe du côté de la science. C'est ce qu'on essaye de faire avec beaucoup d'énergie du côté de la fusion chaude, entre guillemets, celle où il y a beaucoup d'énergie à appliquer, puisque c'est les températures du soleil et tout ça, c'est la science des plasmas, enfin bref, il y a beaucoup de choses derrière. Et voilà, donc apparemment, des transmutations chimiques, la poule, elle sait la faire. Donc le vivant sait le faire. Donc du coup, pour le vivant, soit on fonctionne avec des animaux, soit on peut dire qu'on va essayer de bosser avec des plantes. Et c'est ce qu'a fait et Quevran ou Jean-Paul Birerian ont fait ce type d'expérience avec du vivant. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des transmutations biologiques. Et donc dans cet article à venir, dans le prochain numéro de la revue Orbs, il y aura Jean-Paul qui nous fait un peu l'historique des transmutations biologiques, au sens des expériences, de la chronologie des expériences qui ont été faites, des grands noms ou des grands expérimentateurs qui ont fait ces types d'expériences, et il raccroche ça à des expériences récentes qui ont été faites dans les 10 dernières années, avec des bactéries, auprès de qui, qu'on a mis en présence, c'est un mélange de bactéries, de micro-organismes, qu'on a mis en présence d'une eau lourde, d'une eau contaminée par des particules radioactives, et il se trouve que les bactéries plongées avec cette eau, ou cette eau mise en présence des bactéries, et bien, quand on a fait des mesures, la radioactivité décroissait à l'intérieur de l'eau de façon 300 fois plus rapide que ce que normalement ça aurait dû décroître. Et notamment, bien sûr, comment ça a décroissé, ça a été observé et mesuré, par rapport aux échantillons qui n'étaient pas mis en présence des bactéries, et qui, eux, continuaient à suivre la courbe identifiée, connue et la courbe standard de décroissance radioactive de ce type de particules radioactives. Parce que chaque particule, le césium 137, l'iode 131, etc., ça n'a pas les mêmes... durées de vie. Donc il y en a qui ont des durées de vie de 7 jours, d'autres qui ont des durées de vie de 6 mois, d'autres qui ont des durées de vie de 30 ans, d'autres qui ont des durées de vie de 500 ans. Le plutonium, c'est une durée de vie, ce qu'on appelle une demi-vie de 29 000 ans, par exemple. Donc c'est ces particules-là qui sont très bien connues au niveau de ce que leur cinétique, entre guillemets, de leur loi physique de dégradation. Il se trouve que, mise en présence de ces bactéries, l'eau qui contenait certaines particules radioactives dans cette eau, eh ben, l'eau en question est devenue vachement moins radioactive, vachement plus vite que normalement. Et donc voilà, les transmutations biologiques sont sans doute une des pistes d'application ou un des grands intérêts, c'est par rapport à la pollution radioactive. Voilà, ça a été clair, Paul ? Oui, et ça date de quand cette découverte ? Ah ben ça, c'est des articles scientifiques qui ont été publiés en 2009, 2010, 2012. Et historiquement, le chercheur ukrainien qui est sur ces pistes-là, sur ces travaux-là, moi je suis un peu le sujet depuis 2003-2004, c'est les premiers temps où j'ai pu croiser Jean-Paul à la fac de Lumini à Marseille. C'est des travaux qui ont été commencés à être publiés par ces chercheurs ukrainiens dans les années 2000.
comment se fait-il que Fukushima il soit pas déjà en train de s'activer là pour nettoyer un peu leurs eaux là? C'est un problème. Eh bien oui, oui, eh bien, nous allons procéder par étapes. Nous allons déjà faire connaître les travaux. Bien vu. Et pour reprendre ton propos sur le coût de la réaction chimique, là je me mettais sur Wikipédia pour voir ce qu'il disait. Oui, effectivement, la définition en fait est générale. C'est une transformation de la matière au cours de laquelle des espèces chimiques, atomiques, ioniques ou moléculaires qui constituent la matière sont modifiées. Deux points. Les espèces qui sont consommées sont appelées réactifs. Les espèces formées au cours de la réaction sont appelées produits de réaction, et puis c'est tout. Alors après, bon, moi j'avais à l'esprit une définition qui s'associe volontiers à une formulation chimique. Là, on écrit tel élément plus tel autre donne ça, mais bon, voilà. Oui, mais c'est pour ça, Oui. tu vois, En à la fois, consultation, faut être rigoureux dans ce qu'on dit, et à la fois, faut pas être trop rigide, parce que on est avec des classes de phénomènes, et en fonction si on l'aborde par la fenêtre ou par la porte, c'est pas forcément les mêmes mots qu'on va employer, et pourtant, ce qu'on est en train de dire n'est pas forcément une erreur. Oui, c'est une question de définition au final. Deux points de vue. De point de vue peut-être aussi, oui. Voilà. Oui, Mais merci en tout cas. Merci aussi beaucoup. Merci Paul, au revoir. Salut. Le 08 92 23 95 20, nous accueillons Annette. Bonsoir Annette. Oui, bonsoir. Émission fabuleuse que j'ai malheureusement attrapée qu'il n'y a pas longtemps. Et j'aurais voulu savoir, primo, comment peut-on obtenir les bouquins, les revues dont j'ai réussi à choper au vol quelques indications. Comment peut-on acheter ces livres? Alors lequel? Parce qu'il y a la revue donc Orbs et puis il y a le livre dont nous avons parlé durant 2h30, Ah, oui, Électroculture et énergie libre. Attendez, électroculture, oui. Et énergie Alors, libre. électroculture, énergie libre, il se trouve relativement facilement. J'ai lu, oui. Je dis bien facilement, c'est-à-dire qu'on va le trouver sur Internet, sur Amazon ou dans d'autres boutiques librairies en ligne. Oui. Sinon, ça peut se trouver aussi, bien sûr, chez un libraire. Et un libraire, pour moi, ce serait le... Voilà, ou sinon, le plus simple aussi, pour vous peut-être, oui, c'est de téléphoner au courrier du livre, la maison d'édition qui édite l'ouvrage, oui. et vous commandez à distance, quoi. Voilà, vous Oui. passez commande auprès de la maison le d'édition courrier du directement. livre? Oui, c'est le courrier du livre, la maison d'édition. D'accord. Bon, je peux le trouver facilement le téléphone. Voilà. Bon. Voilà. Et après, pour la revue Orbe, l'autre planète, bon là, c'est plus pour l'instant une diffusion confidentielle. Ça Oui. dépend dans quelle ville vous êtes basé. Moi, je suis à Paris, puis tous ces trucs-là m'intéressent. Alors, vous pouvez le trouver à la Cornaline ou alors chez Fischbacher dans les librairies à Paris qui l'ont. À la Cornaline, oui. Voilà. Ou Fischbacher, qui est une librairie d'art. Ça, vous dites Fischbacher. Fischbacher. Ça, c'est une librairie d'art qui est rue de Seine. Mais sinon, Cornaline, c'est près de Saint-Lazare. Rue de Seine, oui. Parce que moi, j'utilise souvent les coquilles Saint-Jacques pour faire pousser mes plantes. Ben oui, ben là, sur les coquilles Saint-Jacques, c'est vrai que c'est... il paraît-il que c'est plutôt pas mal en géobiologie par rapport aux ondes de forme et à cette courbe un peu particulière qui est celle des coquilles Saint-Jacques. Voilà. Oui, surtout quand elles ont 13 rainures. Difficile à trouver d'ailleurs. Ah, là, on est dans une subtilité que j'ignorais. C'est toujours à farfouiller, moi, dans les marchés. Oui. Et j'ai relation avec une tripotée de sourciers et autres en Alsace qui, eux, sont sacrément costauds pour détecter, pour faire pousser un tas de trucs dans leur jardin. Aussi en utilisant des pierres cristallines qu'ils disposent dans leur champ, qui permet aux champs d'être somptueux. Quoi. Bah, de toute façon, en France, sur l'électroculture, les deux régions les plus vivaces, ou en tout cas qui sont les plus actives aujourd'hui dans la réviviscence d'un savoir et de techniques par rapport à ça, sont d'un côté le sud-ouest, autour de Bordeaux, par là, et puis au Bordeaux au sens large, dans 150 km autour à peu près, et dans l'Alsace. Voilà. Oui, voilà, comme par hasard. Oui. Voilà. Mais et quand on se met sous les ondes de Chartres, les ondes de forme, on obtient aussi des résultats assez intéressants pour soi-même. Peut-être, je ne sais pas. Je cherche ça dans Paris. Je vadrouille dans Paris avec mes pendules et compagnie. Et il y a des choses absolument fabuleuses qu'on finit par détecter. Et derrière derrière Notre-Dame aussi, dans le jardin. Il y a plein de choses qui se passent et tout ce qui a trait à... D'ailleurs, Yves Rocard avait pas mal travaillé là-dessus. Tout à fait, ouais. Plein de gens, c'est
c'est magnifique, c'est tout ce qui strie la planète. Vous parliez tout à l'heure, je crois, le destin veut que ce matin, je retombe sur une vieille revue concernant les Indiens Gogis, c'est ça? Vous parliez de ça tout à l'heure, les Indiens Gogis aussi? Gogis? Les Indiens Kogi, ouais. Ah, les Kogi, Les Kogis. les 9 mondes, le livre d'Éric Julien, c'est celui-là? Voilà, oui, oui. Et alors, on me file une revue de santé intégrative et paf, je tombe là-dessus ce matin. Et puis cette nuit, vous en parlez. Ouais, c'est pas mal, joli. Oui, alors on ne retrouve plus le livre, mais on peut, paraît-il, encore trouver des trucs dans la revue Actes Sud. Oui, c'est possible, ouais. Qui ont aussi, mais bon, moi je suis à la trace de votre histoire parce que pour moi c'est essentiel cette histoire. C'est magnifique. Et chez moi, j'ai pu rééquilibrer les lieux et avec des céramiques et avec des morceaux de cuivre. Ah oui. Vous faites un intérieur électrocultivé. Ou au croisement Hardman et autres, pour neutraliser des endroits qui n'étaient pas très, très, très bons, quoi. Non, mais c'est tout un monde absolument extraordinaire. Et là-dedans, je me demande si Tesla n'a pas également traîné ses pattes dans ce genre de recherche. Nikola Tesla. Pour ce qu'on en a su ou vérifié, puisqu'on est plusieurs à croiser nos informations sur Tesla et surtout nos vérifications d'informations sur Tesla, parce qu'on peut dire beaucoup de choses, mais ce qui compte, c'est de dire des choses qui soient justes et vraies. Je ne l'ai pas vu, on n'a pas mis en évidence de choses liées aux plantes et à l'électroculture. C'est un pionnier de la médecine électromagnétique. Dès les années 1890 ou 88, il avait breveté des appareils on appelait à l'époque ça des appareils d'électrothérapie. Et donc Tesla aux États-Unis, D'Arsonval en France, c'est les deux pionniers de l'électrothérapie, dès la fin du 19e siècle en l'occurrence. Mais on sait aussi que Tesla, D'Arsonval, Tesla et Lakowski se sont rencontrés. En tout cas, Lakowski est allé voir Tesla à la fin des années 30 quand il était à New York, puisque Lakowski est mort un an avant Tesla, grosso modo. Tesla est mort, Lakowski est mort suite à une voiture qu'il a renversée et Tesla dans son hôtel. Et Tesla dans son hôtel après avoir donné à manger aux pigeons. Oui, c'était une drôle d'histoire, son histoire de pigeons. Voilà. Mais donc voilà. Donc il y a la légende dit que, mais elle est extrêmement plausible parce qu'il y a un petit peu d'éléments là-dessus, que Lakowski a rencontré Tesla à New York. Donc de toute façon, Tesla a vraiment parrainé et était là présent, surtout que par exemple Tesla, avant de travailler aux États-Unis, il a été en France, il a été en France 8-9 mois, il était à Paris et il a bossé, il a mis en place des trucs en termes de, c'était un peu je crois à l'époque de l'exposition universelle à Paris, donc il a mis en place des dispositifs électriques avant de filer sur New York où il a été débauché, c'est encore la fuite des cerveaux, toujours la même histoire. Oui, mais c'est tout un monde fascinant. Oui. Des choses, là, on est allé avec mon mari à Vézelay, et puis il s'est passé là des choses absolument assez étonnantes. Il y a là une puissance cosmotellurique absolument hallucinante qui a déclenché des trucs où mon mari a retrouvé sa voix. Il faut le voir pour le croire, quoi. Ou l'entendre. Avec de joyeux lurons qui font un tas de recherches en Alsace. Et on a trouvé une joyeuse bande là-bas. Et c'est étonnant. Étonnant. Oui. Merci. Bon, maintenant que j'ai quelques indications en plus, je vais vous écouter. Merci Annette. Il faudrait que toute la nuit soit occupée par vous. Ce serait aurores. Ne faites pas peur à Maxence. Ce serait l'insomnie assurée. Oui, alors votre nom Maxence, et comment je vous trouve Maxence? Laïe, L-A-Y-E-T. L-A-Y-E-T. C'est génial. Je suis tombé trop tard sur vous, mais enfin, j'ai quand même réussi. Mais je crois que l'émission peut être réécoutée, n'est-ce pas, tout Laurent? à fait, oui. La vidéo de l'émission et puis l'audio est disponible à la vente certainement dès demain ou au plus tard lundi. Bon, écoutez, je crois que j'ai encore trouvé un chemin, puis je vais me précipiter au téléphone chez les amis pour clamer ma dernière découverte, qui est vous. Merci. Merci. Merci Annette. À bientôt. Au revoir. Au revoir.
Je rappelle le numéro de téléphone, le 08 92 23 95 20 pour poser vos questions à Maxence. À travers le numéro 0 de Orbe, là aussi, tu as décidé de mettre en avant Luc Montagnier, notamment à travers le film de Jean-Yves Billien sur ce prix Nobel de physiologie de médecine 2008, qui affirme avoir mis en évidence une nouvelle propriété de l'ADN, et on y revient encore une fois, les énergies, l'émission d'ondes électromagnétiques. Bon, je ne pense pas que ça t'a forcément surpris quand tu as appris la nouvelle. On va dire que peut-être d'un point de vue intuitif, tu sentais le truc là, Oui, présent, non? c'est sûr que ça fait un moment qu'il en était question, mais parce qu'en fait, par exemple, l'histoire des biophotons et de Pop et de la biologie de la lumière, un bouquin qui est sorti en 78 à peu près, qui a dû être traduit en français à la fin des années 80. Pop, un chercheur allemand, disait déjà que l'ADN était capable de rayonner de la lumière, des biophotons, de la lumière visible. Et donc, s'il rayonne de la lumière visible, il rayonne des ondes électromagnétiques. Donc, la capacité de l'ADN, ou en tout cas la relation qu'il peut y avoir entre ADN et émission électromagnétique ou rayonnement électromagnétique, elle était déjà postulée par certains d'autres travaux, quand même, on va dire, qui sont isolés, etc., etc. En tout cas, on avait déjà des signes qui étaient présents. Et là, ce qui est assez intéressant dans la recherche de Luc Montagnier, enfin, qui est essentiel, donc on a fait... il y a déjà eu des papiers très bien qui ont été faits sur la mémoire de l'eau et notamment sur l'historique de la mémoire de l'eau et donc la place de Montagnier par rapport à tout ça. Donc c'est pas dans cette direction-là qu'on est allé au niveau de ce texte, hein. On est plutôt allé sur le cran d'après, c'est-à-dire que c'est suite à ces travaux sur la mémoire de l'eau que Montagnier a mis en évidence des choses, notamment le fait que, puisque l'eau est informée, l'eau a la mémoire de certaines informations, les a gardées en mémoire, en fait, ce que Luc Montagnier a détecté, c'est qu'il y avait un bruit de fond de maladies infectieuses, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traces de virus qu'on va pouvoir détecter d'un point de vue moléculaire, mais en revanche qu'on peut détecter d'un point de vue résonance électromagnétique, d'un point de vue onde ou signal électromagnétique au niveau de l'eau ou des liquides du corps, du sang, des fluides qu'on va analyser. Donc on a une trace en termes d'information, mais on n'a pas une trace en termes de molécules. Donc il y a une trace de maladies infectieuses, un virus, une bactérie, dans des maladies chroniques. Et donc, du coup, ce qui fait qu'en fait, pour des maladies chroniques irréversibles, neurodégénératives, sclérose en plaques, maladie de Lyme, autisme, voire certains cancers, qui pourraient avoir une origine infectieuse. Donc là, en fait, cette découverte-là, ça vient remettre en cause quelque chose de structurel dans la médecine, qui est la distinction entre maladie chronique et maladie infectieuse. Normalement, ça n'a rien à voir, sauf que Montagnier, lui, dit, le problème, c'est que moi, j'ai quand même un écho, j'ai une trace, j'ai un écho de maladies infectieuses chez des personnes qui développent des maladies chroniques. Et donc, le corollaire de ça, par exemple, c'est que du coup, pour certains traitements, on peut vérifier si ça efface uniquement la dimension moléculaire ou si ça efface aussi la dimension informationnelle. Ça permet de checker, de vérifier, de tester tel remède, alors que le remède soit de la papaye fermentée, ou que ça soit de l'huile essentielle, ou que ça soit d'autres types de remèdes, avec des médicaments plutôt modernes, avec des molécules de synthèse, etc., etc., bien sûr, hein. Et puis donc, par rapport à cette un peu conception du coup élargie de la médecine, il y a aussi, du coup, ça induit une révision de fond en comble en fait des principes fondamentaux de la médecine, et lui il appelle ça la médecine des 4 P, c'est-à-dire prévention, prédiction, une médecine personnalisée, et voilà. Et donc c'est un peu toute cette nouvelle vision de la médecine et cette révision des canons de la médecine et des dogmes de la médecine qu'on raconte, ou que en tout cas Montagnier lui-même raconte, puisque c'est le compte-rendu d'une conférence qu'il a donnée à Paris en décembre dernier, qu'on a rassemblé et afin de rendre tout ça Qui était dans compréhensible. l'assistance, puisque tu parles de conférence? C'était un colloque en fait, hein, c'était une intervention qu'il donnait, donc c'était un colloque plutôt avec c'était organisé par l'université interdisciplinaire de Johnston. C'est un colloque sur la médecine, santé et tradition culturelle, grosso modo, qui a eu lieu en décembre dernier à la faculté de médecine à Paris. Voilà. Et donc, ce qui a été dit, à la fois était ce que le professeur Montagnier a exposé durant son intervention, c'était à la fois tellement clair et tellement la synthèse de son travail de recherche, tout en posant
en jalonnant les choses correctement en termes de vision, qu'il nous a paru très pertinent de relayer ce type de propos. Bon, dans chaque numéro de façon de la revue, il y aura comme ça un peu un point de vue d'un prix Nobel. Une fois, ça sera science, une fois, ça sera non-science. Donc là, c'est Luc Montagnier dans le numéro 0, et dans le numéro 1, ça va être Mohamed Younous, le prix Nobel de la paix. Puis dans le numéro d'après, est-ce que ça sera un prix Nobel de physique? Est-ce que dans celui d'après, ça sera un prix Nobel de littérature? On verra bien. Voilà. Et alors, bien évidemment, toi qui t'intéresses beaucoup aux ondes électromagnétiques et le soleil, alors est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots parce que là aussi, il y a une question que je te poserai, pas forcément tout de suite, mais je peux te la dire d'office, même si je ne te demande pas d'y répondre. C'est-à-dire que depuis le temps que tu abordes tous ces sujets sur les énergies, aussi bien donc que la nature, à travers ses différents règnes, met en évidence la manière dont on l'utilise, consciemment ou inconsciemment, les différentes découvertes, au même titre que Luc Montagnier, que ce soit via les biophotons ou la manière dont l'ADN émet des ondes électromagnétiques, les pensées, nos pensées, le cerveau, l'électroculture, enfin bref, tout est interrelié et je souhaiterais à un moment donné savoir, durant cette nuit, quelle est un peu ta vision de ce que nous sommes en tant qu'être humain, parce que tu es journaliste scientifique, tu nous donnes des faits, et tu nous permets d'avoir les informations via ce magazine Orbe, qui sont perdus dans la mêlée des informations sur le net. C'est génial, mais qu'est-ce que ça implique quand on rassemble les morceaux du puzzle? C'est la question que je te poserai à la fin de cette émission. En attendant, c'est pour ça que je mets en évidence le soleil. Pourquoi le soleil t'a-t-il intéressé? Au départ de cet article ou de ce texte sur le soleil, en fait, il y a eu un congrès à Moscou sur la météo spatiale et l'impact sur la santé humaine. Donc un congrès qui a réuni 300 chercheurs qui venaient des États-Unis, qui venaient d'Europe, qui venaient du Japon, qui venaient de Russie bien sûr. Donc on n'en a absolument pas entendu parler en France. Moi, il se trouve que je vois passer l'information, j'ai pu rentrer en contact avec les organisateurs, j'ai malheureusement pas pu forcément avoir de personnes sur place pour faire un compte-rendu, mais néanmoins, comme j'avais des très bonnes relations avec les gens du congrès, ils m'ont fait passer tous les abstracts, enfin les résumés des interventions, les PowerPoint de certains chercheurs, plus les articles scientifiques écrits par d'autres chercheurs. Et donc, et on sait très bien que la vision russe des phénomènes cosmiques est un peu plus large que l'approche occidentale conventionnelle ou notamment américaine, quoi. Et donc du coup, moi j'avais l'hypothèse que dans la façon dont la science appréhende la notion des cycles solaires et le comportement du Soleil, il y avait sans doute des choses à glaner de ce côté-là qui allaient sans doute venir enrichir notre référentiel. Et effectivement, en passant en revue, en identifiant des interventions qui ont été faites par certains chercheurs, en allant voir les articles scientifiques publiés par ces chercheurs sur les 12 dernières années, par exemple, en allant, puisque les Russes ont des pages web très bien faites, hein, avec les PDF de leurs articles scientifiques, notamment publiés en russe et en anglais, donc du coup il faut avoir des gens autour de soi qui lisent un peu le russe, enfin bref, il y a toute une logistique à mettre en place. Il y a des choses très intéressantes qui ont été plus intégratives, plus complètes. Si vous voulez, en fait, soit on est là en train de regarder ce qui se passe du côté du Soleil, soit on est là en train d'essayer de faire tourner des simulations sur ordinateur, sur informatique, pour essayer d'appréhender, de se représenter, de modéliser les comportements du Soleil. Soit on peut aussi croiser des outils, croiser des sciences, des disciplines, comme par exemple les mécaniques, les mathématiques non linéaires, les sciences du chaos, c'est-à-dire que du coup, on a des routines mathématiques, des formules mathématiques qu'on peut appliquer à certains phénomènes, et ça permet de voir s'il y a de l'ordre ou du désordre par rapport à ce qui se déroule à l'intérieur. Et en termes de mathématiques, les Russes sont plutôt pas mauvais. En fait, hein, historiquement, ils ont une tradition mathématique plutôt bonne. Les Français aussi, d'ailleurs. Hein, c'est pour ça qu'on a très souvent des médailles Fields qui ont été gagnées par les Français. On n'est pas très bon en prix Nobel, mais par contre, en mathématiques, on est plutôt pas mauvais. Et même à l'époque de la physique quantique, dans les années 1920-1930, l'école franco-russe en mathématiques, il y avait des liens entre les deux. Et c'était une école qui était à la pointe, quoi, hein, par rapport à ce qui se passait là-dessus. Bref. Quand on regarde comme ça les littératures scientifiques et surtout les interventions qui ont été faites, il y a oui, on se rend compte qu'à la fois il y a
via cette science russe, via ces chercheurs russes, ces spécialistes de l'activité du Soleil, il y a des choses qui sont dites qui ne sont pas dites par ailleurs, ou en tout cas qui ont 3, 4 ans, 5 ans d'avance sur ce qui peut être dit par des astrophysiciens britanniques ou américains, par exemple. Voilà. Et il y a notamment des choses au niveau des cycles du Soleil. Donc il y a le fameux cycle tous les 11 ans, mais il n'y a pas que celui-là. Il y a aussi donc des cycles qui concernent la luminosité du Soleil. Il y a aussi donc là, par exemple, donc on peut avoir jusqu'à 300 taches solaires qui peuvent être présentes à certaines périodes de l'activité du Soleil. On n'en a aucune à d'autres. Plus les tâches sont nombreuses, plus la composition du rayonnement solaire est modifiée. On va avoir donc plus de rayonnement ultraviolet susceptible de réchauffer la Terre quand il n'y en a aucun. On a aussi le rayonnement lumineux, donc de la lumière visible, qui augmente légèrement. Donc en fait, on est dans un système complexe où il y a en fait les taches solaires, quand elles apparaissent à la surface du Soleil, c'est juste un symptôme. C'est la partie émergée de l'iceberg par rapport à d'autres dynamiques qui sont présentes à l'intérieur du Soleil. Et il y a pas mal de photos qu'on a mis à l'intérieur de l'article qui montrent le Soleil un peu dans ses différentes couches, puisqu'en fonction de l'appareil photo qu'on va prendre, ou en tout cas de l'instrument avec lequel on va prendre en photo le Soleil, si on met des filtres, on va voir comme ça différents types de rayonnement du Soleil, et donc on a une vision différente des différentes couches du Soleil, puisque le Soleil a différentes couches qui sont chacune à des températures différentes. Bref, on peut aller voir un peu derrière ou un peu devant, ça dépend. Et c'est pour ça qu'on a on a contacté un Américain qui est spécialiste dans la photo du Soleil, qui est récompensé pour ça. Et ça donne des images qu'on a rarement vues, mais qui sont très, très esthétiques, quoi, très belles dans l'activité du Soleil. Et donc, en fait, pour en revenir au cycle du Soleil, il y a le fameux cycle de 11 ans, donc de 22 ans. On peut rappeler aussi ce qu'il arrive à ces fins de cycle ou renouveau, au bout de 11 ans, inversion des pôles magnétiques du Soleil, et voilà. Le champ se met à tourner dans l'autre sens. Et voilà, c'est ça, ouais. Et puis donc, il semble que, en fonction de c'est-à-dire que ça a été postulé d'un point de vue théorique, parce que ça fait grosso modo que 200 ans, quoi, ou 180 ans qu'on a des mesures scientifiques solides de l'activité du Soleil, et puis on va dire 300 ou 400 ans si on utilise aussi ce qui a été noté dans des carnets, quoi. Voilà. Donc ça fait depuis les années 1870, grosso modo, qu'on fait des mesures systématiques de l'activité du Soleil via des astronomes, via des lunettes astronomiques. Mais c'est depuis les années 1600, voire 1500, mais c'est grosso modo 1600, qu'on va avoir des carnets où les gens ont noté, tiens, il se passe ça, tiens, j'ai vu des taches au niveau du Soleil et machin. Mais donc, les Russes, si vous avez peut-être entendu parler d'un cycle qui est le cycle de Kondratiev, qui est un cycle à un temps long qui dure à peu près un siècle. Et ça, c'est parce qu'en fait, la science russe raisonne en cycle, ou en tout cas, il y a une partie de la science russe mathématiquement qui a développé des histoires de cycles. Et donc, ces histoires de cycles, ben évidemment, les astrophysiciens russes qui s'intéressent au Soleil se disent il y a peut-être des cycles, il y a des temps longs dans les cycles du Soleil. Et donc, ils ont mis en évidence, enfin en tout cas, il y a plusieurs autres cycles qui existent. On a un cycle qui s'appelle le cycle de Gleisberg qui va durer entre 70 et 100 ans. On a un autre cycle qui dure 150 ou 200 ans. On a aussi un autre cycle qui existe, qui est le cycle de Hallstatt, qui lui a été mis en évidence dans des carottes de glace, qui met en évidence qu'il y a des oscillations du Soleil sur des périodes de 2300 ans. Donc le Soleil va augmenter ou va diminuer sur des temps extrêmement longs de un peu plus de 2 millénaires. Et il y a un truc que j'ai découvert qui est complètement hallucinant, c'est qu'en fait, la position du Soleil dans le système solaire n'est pas immobile. Le Soleil, c'est comme si le Soleil bougeait de part et d'autre du centre de gravité du système solaire. Donc il y a un centre de gravité qu'on imagine être le Soleil, mais en fait non. Il y a un centre de gravité qui existe, et le Soleil bouge autour de ce centre de gravité. Et donc, on est avec un centre de gravité du système solaire qui est instable, qui vacille en permanence, avec la masse du Soleil, qui penche à droite ou à gauche. Okay, et en plus, ce vacillement comme ça de la masse du Soleil, ça s'accompagne des 4 grosses planètes gazeuses, qui sont lourdes aussi de leur côté, qui du coup, tirent un peu d'un côté ou tirent un peu de l'autre, par rapport à la position du Soleil. Donc on peut avoir le Soleil qui penche d'un certain côté et les gazeuses qui sont toutes du même côté et ça fait un peu bouger le bateau. Ou au contraire, on a les gazeuses qui sont de l'autre côté et qui équilibrent la masse du Soleil. Donc c'est un peu le bazar, mais tout ça correspond à des cycles. Et il y a un truc complètement hallucinant, c'est qu'il semble qu'on ait un cycle de 180 ans à peu près autour du barycentre du système solaire, et qui est donc très proche d'un des cycles qui reste hypothétique pour l'instant, parce qu'on n'a pas assez de recul dans l'observation du Soleil.
Et donc, en fait, les Russes posent l'hypothèse, qui est audacieuse aujourd'hui, mais en tout cas qui s'appuie sur des faits, que les planètes du système solaire participent des cycles du Soleil. Donc on n'est pas simplement, ça c'est super intéressant quand on raisonne en termes d'interaction quantique, puisqu'il y a donc jusqu'à présent dans la physique classique on parlait de il y a l'objet observé, il y a l'observateur, les deux étaient séparés. La physique quantique arrive, déboule là-dedans, fout un peu le bazar en disant mais en fait l'observateur modifie l'état de ce qui est observé. Et là, en plus, on est avec quelque chose qui est équivalent à ça. C'est-à-dire que la présence des planètes et le mouvement des planètes participent, modifient, influent sur l'activité du Soleil au sein de ces cycles intérieurs. Et donc là, on est sans doute sur des cycles qui sont sur 500 ans, ou sur 180 ans, ou sur 400 ans. Enfin bon, voilà. En tout cas, pour l'instant, on est là-dessus. Mais donc, voilà ce que disent par exemple les Russes. C'est que donc la force d'attraction des planètes va moduler par des effets de marée, c'est-à-dire par rapport à la matière qui compose le Soleil, va y avoir des effets de marée comme la Lune chez nous sur Terre, qui circule en surface et qui va changer l'orientation des flux, ce que tu évoquais tout à l'heure par rapport au changement des pôles nord-sud. L'effet de marée des planètes peut moduler les variations à long terme de l'activité solaire en modulant la vitesse de circulation des courants de surface. Voilà une des observations qu'ont fait les chercheurs russes par rapport à l'activité du Soleil. Est-ce que tu sais si ce colloque qui a eu lieu a suscité, par rapport à la question du réchauffement climatique, justement une prise en considération des études concernant le Soleil par les Russes? Il y a un intervenant qui est intervenu sur les... c'est un Américain, je crois, qui est intervenu sur les rayons cosmiques en faisant la démonstration historique, en reprenant des données. Il n'était pas simplement sur une approche théorique, il n'était pas simplement sur des mesures d'aujourd'hui. Il a croisé des données entre les températures et les mesures qui ont été faites de rayonnement cosmique en montrant qu'il y avait des corrélations sur du moyen terme, c'est-à-dire sur au moins 30 ou 50 ans de données dont il disposait. Je me réfère parce qu'on a fait un petit compte-rendu à la fin de la revue, donc je me réfère à celle-ci quelques instants pour vous dire la chose correctement. Ploum ploum. Alors, voilà. Donc pour Lev Dorman, l'analyse du climat, c'est un physicien spécialiste des rayons cosmiques, l'analyse du climat sur 5 siècles démontre que le principal facteur de changement climatique ne serait pas sur Terre mais dans l'espace. Il s'agirait des rayons cosmiques responsables selon lui du changement de la couche d'ozone et des éruptions solaires. Voilà. Donc c'est parce qu'en fait, si vous voulez, soit on raisonne les choses comme étant des systèmes fermés, qui sont isolés d'une influence extérieure, soit on les considère comme des systèmes ouverts. Et donc il est très probable, et moi je suis plutôt dans cette école-là en tout cas, que donc on peut envisager le système solaire comme un système ouvert qui est influencé avec des choses qui se passent dans l'espace extérieur, loin de nous. Et donc on appelle ça un trou noir, qu'on appelle ça une explosion stellaire, qu'on appelle ça des pulsars, enfin il y a plein de choses qui se passent autour de nous. C'est un peu turbulent dans l'environnement. Et on a donc un phénomène en particulier, celui des rayons cosmiques, c'est-à-dire aussi ce qu'on appelle les astroparticules. J'en parle un peu dans Électroculture Énergie Libre, de cette catégorie de phénomènes. Donc les rayons cosmiques, c'est des particules à très haute énergie, très haute vélocité, très puissantes, qui déboulent et qui sont projetées par les étoiles. Et donc on a une partie des rayons cosmiques qui viennent frapper la Terre, qui viennent du Soleil, un petit peu, et on en a pas mal, et tout le reste vient des autres étoiles. On en a à peu près 200 par mètre carré par seconde qui frappent la surface de la Terre, et donc les particules, plus elles sont énergétiques, plus elles sont rares, entre guillemets. Et les plus énergétiques, c'est un peu la force d'une balle de tennis d'environ qui vient frapper le sol à 200 km/h. Donc ça veut pas dire que ça va faire des trous, c'est juste que ça arrive à très grande vitesse, et que donc quand ça pénètre l'atmosphère terrestre, ça percute des atomes gazeux qui sont en suspension dans l'atmosphère, et ça fabrique des réactions en chaîne au niveau des gerbes de particules à l'échelle de l'atmosphère terrestre, et ça fabrique des ions positifs, des ions négatifs, etc. etc. D'où la construction des nuages, peut-être. Exactement, et aussi de la ionosphère, des choses comme ça. Et puis après les orages, enfin bon, c'est magnifique, hein, Voilà. La nature est bien faite. Hein. Ouais. Donc, garde ça en mémoire, puisque j'invite les auditeurs à suivre l'histoire que tu es en train de nous conter, et toujours à travers le magazine, je ne sais pas si finalement on appelle ça une revue, on va dire que c'est une revue. Ouais. La revue Orbs, ORBS,
L'autre planète, donc le numéro 0 qui vient de sortir. La roue du temps, là forcément, puisqu'on parle des cycles avec les Russes qui, eux, ont cette conception-là, non linéaire mais cyclique, un article que tu as eu l'occasion d'aborder avec Majid Abdi Oui. sur le calendrier, les calendriers à travers le monde, les différentes ères, cultures, parce que les cycles sont partout. En fait, il y a apparemment que nous, en Europe, voire aux États-Unis, avec notre culture judéo-chrétienne, où nous voyons le temps d'une manière linéaire, mais pourtant, à travers toutes les cultures, le temps a une périodicité cyclique. Oui, il n'y a pas que ça. C'est qu'en fait, il y a aujourd'hui à peu près 43 systèmes temporels différents qui sont utilisés. Aujourd'hui, on a 43 façons différentes de calculer le temps à travers le monde. Alors, parfois, c'est dans des petits groupes. Parfois, c'est des calendriers qui sont encore en usage aujourd'hui. En tout cas, donc un calendrier, c'est une façon de décomposer le temps. Et donc, on a 43 façons différentes de parler du temps, de décrire le temps, en usage à travers le monde et à travers les continents. Après, ce qu'il y a, c'est que quand on rentre un peu plus dans le côté structurel des calendriers, on va avoir des calendriers qui sont fondés sur la Lune, on va appeler ça des calendriers lunaires, d'autres qui utilisent comme référentiel le Soleil, c'est des calendriers solaires. Et puis on va avoir des mix qui sont des calendriers lunisolaires. Donc quand c'est lunaire, il y a 13 mois, quand c'est solaire, il y a 12 mois, grosso modo. Et puis donc, mais au-delà de ça, on a par exemple la culture indienne qui voit les choses en cycle. Et notamment, ils ont une décomposition du temps qui est assez hallucinante. Il y a la respiration de Brahma, qui est un truc qui dure 100 000 ans, quoi, grosso modo. Donc un inspire, un expire, et même plus que ça, éventuellement. Je crois qu'il y a plusieurs milliards d'années. Et bref, il y a cette idée que à chaque moment qu'il est au terme de l'expire ou au terme de l'inspire, hop, il y a la renaissance du monde. Et dans l'infiniment petit de l'autre côté, ils descendent jusqu'au millième ou au 10 millionième de seconde dans leur décomposition du temps. Et à chaque fois, c'est des termes indiens bien particuliers. Il y avait bien sûr les calendriers mayas, il y a les calendriers runiques qui sont faits à partir d'encoches, qui étaient utilisés en Europe du Nord et qui sont faits avec des planches en bois où on a fait des encoches et des signes runiques dessus. Donc tout ça, on a fait, plutôt que de faire un texte un peu savant et érudit sur le sujet, on a préféré faire un cahier photo qui montre ces objets faits par différentes cultures avec des légendes à côté. On a préféré faire un cahier photo de façon à ce qu'on voit ces façons de se représenter le temps qu'ont certaines cultures et qui du coup cette façon de se représenter le temps est à l'origine d'objets artisanaux, d'un artisanat temporel, de calendrier dans ces cultures-là. Et après qu'on parle de l'alphabet pas de l'alphabet, du calendrier hébreu ou du calendrier musulman. Et voilà, il y a vraiment donc beaucoup de façons différentes de se représenter le temps en fonction des cultures. Et en même temps, il y a tout est cycle. Un des titres concernant les différents calendriers. J'ai retrouvé les valeurs que j'évoquais là. Donc un jour de Brahma représente 1000 Mahayuga, c'est-à-dire 4,32 milliards d'années terrestres. Et une heure de Brahma équivaut ainsi à 360 millions d'années terrestres et une seconde 100 000 années terrestres. Voilà un peu les espèces d'infiniment grands et d'infiniment petits. Et donc qui sont décrits dans la tradition védique, quoi. Les différents âges avec le Kali Yuga, l'âge de fer, le dernier des 4 âges de la Terre qui dure 432 000 ans, presque 1,5 million d'années. Est-ce que tu as eu l'occasion, toi, d'approfondir personnellement tout ce qui avait trait au cycle et pourquoi les cycles, en tout cas la vision du temps, nous ramène forcément, là aussi tout à l'heure on parlait avec Michel Dutrisquel, on peut aussi voir la notion de labyrinthe, on peut y voir la notion de vortex, et ça c'est à travers ton livre L'énergie secrète de l'univers. L'univers dans son entier représente souvent cette forme donc cyclique d'une manière générale. Est-ce que pour toi c'est une évidence et comment est-ce que tu envisagerais la notion du temps ? Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on a l'univers qui est en mouvement, et après ce mouvement semble répondre à des règles. Et alors, c'est vrai que sur l'histoire des vortex, c'est le fait que ça fasse une forme de tourbillon.
on a des galaxies qu'on appelle spiralées qui forment des tourbillons. On a l'eau qui va fabriquer des tourbillons. On a aussi les flux aériens ou des courants marins qui forment des tourbillons. On peut éventuellement envisager le mouvement des planètes autour du Soleil comme formant des tourbillons. Et puis on a aussi le Soleil lui-même qui tourne dans le cosmos autour d'un centre galactique, etc., etc. Donc on est dans des tourbillons, de tourbillons, de tourbillons, de tourbillons. Donc voilà, donc il y a une espèce comme ça de grande danse qui est en place, et c'est assez intéressant parce que cette notion de danse, c'est aussi présent dans des traditions comme la tradition védique, hein. Il n'y a pas que celle-ci, mais en tout cas c'est celle-ci qui l'a le plus explicitement théorisé, quoi, puisqu'on est avec le danseur créateur du monde, donc il est en train de danser, et à chaque fois qu'il fait un pas, il écrase le monde d'avant, et en même temps il y a un nouveau monde qui émerge, et voilà, donc il est en train de danser, il danse la vie, et c'est la danse de la création et de la destruction simultanément, etc. etc. À titre personnel, je ne me suis pas lancé dans des explorations métaphysiques autour de tout ça pour l'instant. Moi, par exemple, aujourd'hui, je suis beaucoup plus en train de m'intéresser à tout ce qui est chronobiologie, à tout ce qui est rythme du vivant, et notamment à tout ce qui concerne les différents taux de renouvellement de nos différentes cellules. Parce que c'est assez intéressant si on croise ces aspects-là avec la notion d'information. Puisque donc on va avoir, si on le prend avec des termes un peu techno, si chaque cellule ou un organe peut être vu comme un disque dur qui stocke de l'information, donc si ce disque dur est en mesure de se réparer ou de se renouveler, donc peut-être nous sommes en mesure aussi de renouveler l'information présente à l'intérieur, ou en tout cas d'effacer d'anciennes informations. On a à la fois le phénomène de stocker des informations, donc de les recevoir et de les accumuler, et simultanément, éventuellement, de faire le ménage et de nettoyer les informations et d'effacer des informations. Donc il y a des choses comme ça autour de la notion d'information, et le travail de Montagnier nous montre que cette information peut prendre la forme d'une énergie électromagnétique. Donc ça veut dire que il se passe des choses, que ce soit quand on s'expose à la lumière naturelle ou que ce soit quand on s'expose avec un téléphone mobile pendant 45 minutes d'affilée collé à l'oreille, ou éventuellement quand on passe bien sûr entre les mains d'une machine de médecine électromagnétique pendant un quart d'heure. Bref, nous sommes un système ouvert, exposé à des forces autour de nous, qui nous traversent, mais surtout qui nous structurent. Et donc par rapport à ça, en tout cas moi c'est ce que je pose à mon échelle d'être humain et de journaliste, et ça commence peut-être à répondre à la question que tu voulais me poser en fin d'émission. Moi, je trouve ça assez passionnant, voire assez magnifique. C'est que ça nous donne des capacités de responsabilité, ça nous donne en tout cas une responsabilité nouvelle. C'est-à-dire que chaque chose que nous faisons est susceptible à une importance, a une influence. Je fais un mouvement avec le bras, j'ai une certaine pensée, ça génère une force, que ce soit une force mécanique, une force électromagnétique, qui structure des choses autour de moi. Ça va structurer l'attitude d'un animal à mon égard, ça va structurer éventuellement ce qui se passe du côté d'une plante ou du côté des molécules d'eau qui sont autour de moi. Mais c'est surtout que, à chaque instant, je suis donc en mesure, par rapport à l'action que je mène, d'influencer mon environnement. Et donc automatiquement, être en pleine conscience de cela, dans le pouvoir politique que ça suppose, ça ouvre des perspectives excellentes, à mon sens, vraiment novatrices et surtout responsabilisantes. Ça nous fait grandir que d'appréhender les choses ainsi, de se dire que à chaque instant, chacun de nos gestes ou chacune des énergies électromagnétiques qui résultent de notre état intérieur, de notre métabolisme, de ce que nous mangeons, de ce que nous digérons, de ce que nous exprimons, de ce que nous disons, que ce soit de façon non verbale ou verbale, n'est pas neutre, a une incidence sur notre environnement, et donc nous sommes responsables ou co-responsables de ce qui se passe autour de nous. Et ça, moi je trouve ça, c'est en tout cas un horizon politique qui me semble fondamental. Le 08 92 23 95 20 pour poser vos questions à Maxence Laillé, aujourd'hui notre invité pour ce livre, notamment avec Roland Verlaine, Électroculture et énergie libre. C'est aux éditions Le Courrier du Livre, ou alors cette revue, L'autre planète, Orps, que vous pouvez trouver en allant via le site internet www.orbs.fr. Autre élément, puisqu'on est toujours dans les ondes, l'information. Lorsque tu as abordé tout à l'heure l'énergie
ou les énergies que peut développer le Sensora, la symphonie de la lumière. J'aimerais qu'on y revienne parce qu'il est intéressant de constater que, à l'image de ce que tu viens de nous dire, tout ce qui nous entoure nous influence. Qu'on en soit conscient ou pas, en tout cas, il y a cette notion Et donc nous avons le pouvoir d'influencer tout ce qui nous entoure. d'unicité, donc, qui pourrait découler de cette vision du L'unicité monde. ou le continuum. C'est-à-dire que nous sommes, La continuité. voilà, nous sommes en relation avec l'environnement et l'environnement est en relation avec nous. Et ça, effectivement, c'est assez troublant de voir comment aussi ça fait écho avec des traditions, quoi. Sur la fameuse, enfin, en tout cas, ce que certaines traditions peuvent dire sur la notion du microcosme, macrocosme, etc., etc. Tout à l'heure, donc, on parlait des champs de force, des ondes de forme, plutôt avec Michel et son Triskel. Lorsqu'on aborde justement la Sensora, là aussi, donc, pour toi, c'est une certitude. Quand je dis ça, ça peut paraître grotesque, hein. Tu vas me dire, bah oui, c'est une évidence, plus c'est mon domaine. Si je pose la question, c'est que des documentaires, en l'occurrence, que j'ai eu l'occasion de voir, tu vas me dire, c'est pas une référence, mais je le cite quand même parce que ce qui est distillé dans nos esprits, c'est ce qu'on voit généralement à la télévision, et un documentaire paru sur M6 ou une autre chaîne du même acabit, mettait en avant donc ces différents thérapeutes qui utilisent la lumière avec notamment les différents filtres chromatiques qui peuvent exister pour, on va dire, harmoniser certaines énergies à travers donc nos différents corps énergétiques. Et la manière dont le documentaire était abordé de la part du narrateur était un peu folklorique, un peu amusée, mais pas du tout sérieuse. Alors que celui ou celle qui était interviewé pour exprimer la manière dont il abordait la thérapie via les différentes couleurs était très sérieuse, elle. Mais vu qu'on n'en entend pas parler, ça paraît un peu saugrenu. Or, avec le Sensora, donc, qu'est-ce qu'il en est? Dans quelle mesure, finalement, des formes, des ondes de forme peuvent nous influencer? Dans quelle mesure des couleurs peuvent nous influencer? La durée de ces couleurs, s'il y a de la pulsation dans ces couleurs, ou alors si elle est en continu. Est-ce que tu as eu l'occasion d'aborder tous ces différents domaines et de nous en dire ce que tu veux bien nous en dire, ou de ce que tu as retenu? Spécifiquement par rapport au Sensora ou par rapport à la médecine électromagnétique ou aux médecines de couleurs, sur les couleurs en général? Sensora, je te laisse digresser comme bon te semble en fonction de ce que tu estimes nécessaire de vouloir nous dire. Ben, je vais te répondre de deux façons par rapport à ça. La première, c'est que dire aujourd'hui que on peut effectivement le prendre à la légère ou par-dessus la jambe, ces sujets-là, on a le droit, il peut y avoir un traitement léger de ces sujets, ça peut, ça peut se faire, quoi. C'est tolérable ou c'est acceptable, à mon sens. En revanche, ce qui est certain, c'est que dire que ça n'existe pas, c'est juste être super mal informé par rapport à la quantité de documentation scientifique qui existe et d'articles scientifiques et parus dans des revues à comité de lecture, etc., etc. C'est-à-dire que c'est depuis les années 99, par exemple, que la NASA a identifié qu'une certaine fréquence infrarouge envoyée sur une portion du bras où il y a une écorchure va accélérer la cicatrisation des tissus. Et puis là maintenant, on a mis en évidence, par exemple, une protéine qui s'appelle le cytochrome C, qui est présent dans des cellules, qui contient un atome de fer au milieu. Le fer, ça rayonne du rouge, entre guillemets. C'est ce que la tradition va dire, mais c'est aussi ce qu'on a mis en évidence au niveau des microscopes électroniques. Et puis c'est pour ça que les globules rouges sont rouges, c'est parce qu'ils contiennent du fer à l'intérieur. Et ça participe aux mitochondries. Les mitochondries, c'est un peu l'usine à fabriquer de l'énergie dans nos cellules, quoi. Donc il y a toute une chaîne de choses qui se passent. On arrive de mieux en mieux à identifier ce qui se passe d'un point de vue biologie moléculaire. Voilà. Donc ceux qui peuvent se gausser, sous-entendu ça n'existe pas et c'est des doux dingues, ils sont juste très mal informés. Ça, c'est un premier aspect. Mais moi, je vais aller au-delà, ou en tout cas, j'invite à aller au-delà. C'est que c'est pas tant qu'on doit se réjouir, ou en tout cas se féliciter d'avoir satisfaction par rapport au fait que les thérapies énergétiques ou que la médecine par la lumière ou les couleurs vont avoir un effet sur le corps et c'est génial et super et ainsi de suite. C'est au contraire, il faut les regarder en face. C'est-à-dire que si on le fait mal, ça fout le bazar. C'est-à-dire que c'est une vraie capacité à déstructurer le corps, ou en tout cas à perturber le fonctionnement
sain de l'organisme aussi. De la même façon que si on prend des médicaments n'importe comment, on se dérègle. Faire des thérapies énergétiques n'importe comment ou avec n'importe qui, ça nous dérègle. Après, dans certains contextes, on peut même appeler ça des envoûtements. Mais ça, c'est un autre contexte. Okay, mais donc, il faut bien avoir conscience de ça. Si ça marche et si ça a un effet, eh ben, l'effet peut être négatif. Donc, du coup, soyons responsables, soyons lucides, soyons conscients. Ayons conscience de la portée de ces techniques et de ces ondes et ces rayonnements. C'est exactement la même chose que si on va au soleil et qu'on reste trop longtemps, on se prend un coup de soleil. Voilà. Donc, une même énergie, un même rayonnement, ça peut être très bien à court terme ou à moyen terme, ou même, on va dire, en fonction des personnes, puisqu'il y a des personnes, elles font 5 minutes au soleil, à 9h du mat, elles sortent, elles ont une irritation cutanée, et elles sont roses pendant 15 jours, et d'autres, elles peuvent passer la journée au soleil, et elles feront jamais de cancer de la peau, quoi. Et puis, mais en général, on va dire, la courbe moyenne, c'est que on fait un peu de soleil, ça va, on fait beaucoup de soleil, surtout aux heures où ça cogne, et ben, la peau, elle aime pas. Et si on le fait pendant longtemps, la peau, elle aime vraiment pas beaucoup, elle aime vraiment pas du tout, et on peut avoir des problèmes de cancer de la peau et ainsi de suite. Donc l'énergie ou l'énergétique, bien sûr qu'elle n'est pas neutre, et elle n'est tellement pas neutre qu'elle peut être négative. Donc ça demande d'être vigilant ou d'être compétent dans le fait de faire appel à ces techniques-là. Est-ce que tu n'as pas le souhait peut-être de... Je regarde Stéphane Alix avec Enquête extraordinaire qui met justement sous un certain regard toutes ces questions que l'on peut se poser sur des phénomènes dits paranormaux, inexplicables, etc. Et d'une manière très pragmatique, journalistiquement parlant, ça va, il assure, les documentaires sont très bien faits. Et pas de conclusion forcément à la fin, mais de laisser le champ ouvert. Voilà. À travers toutes ces informations dont tu nous fais part, d'aller voir une chaîne de télévision et puis de mettre ça aussi en perspective hein, sur, à l'heure actuelle, les connaissances. Je vois les frères Bogdanov qui passent partout. Bon, je les apprécie, ils sont sympas et ils mettent en avant des choses intéressantes. Mais à l'heure actuelle, de mon point de vue, hein, force est de constater que il n'y a pas grand-chose qui est mis en avant pour vulgariser les différentes découvertes et ce que ça peut engendrer comme conséquence, d'où prise de conscience sur l'impact que l'on a à travers nos pensées, paroles, gestes, et voilà, de comment vivre en harmonie, surtout à l'heure actuelle. Des projets de ce genre-là, des contacts auprès de chaînes de télévision, et puisque tu as eu l'occasion, je vais un peu trop loin, mais en même temps, je vois que tu abordes ton domaine au sein de certains milieux, comme par exemple le Parlement européen, et de tout ce que ça peut impliquer, de rencontrer des gens qui ont des responsabilités, aussi dans ce sens-là en tant que journaliste. Et quand tu leur poses des questions de comment ces personnes-là sont informées, qui les informe? C'est des des pseudo-scientifiques spécialistes que l'on voit partout sur les plateaux de télévision, mais qui, à mon sens, sont plus là pour désinformer qu'autre chose. Donc, comment toi, tu te positionnes en ayant toutes ces connaissances, on va dire plutôt savoir, et que tu vas, on va le voir par la suite, que tu as dans une certaine mesure intégré, c'est-à-dire que tout ce que tu es en train de nous dire là, tu le vis dans ton quotidien. Pour toi, la manière dont tu te tiens, la manière dont tu parles, la manière dont tu penses, de ce que je connais de toi, tu as ce sentiment, j'allais dire, qui n'est pas tant un sentiment, d'unicité, de ne pas te sentir coupé, séparé. Or, si on souffre de quelque chose à l'heure actuelle, sur cette terre, c'est bien ce sentiment de séparation qui se fait à l'échelle de l'humanité en grande partie, même s'il y a un éveil ou un réveil qui se fait, qui s'opère. Donc comment est-ce que tu... Alors, je sais que Orbs contribue à ça. Les livres que tu mets en avant contribuent à ça. Est-ce que tu as peut-être des fenêtres, des portes qui s'entrouvent dans le domaine de la télévisuelle ou politique? Dans quelle mesure est-ce que ça peut être entendu et dans quelle mesure ça peut se propager? Il y a un présupposé dans ce que tu évoques, c'est que ces sphères-là seraient plus importantes que d'autres, ou que ces outils-là seraient plus importants que d'autres. Peut-être, c'est juste une hypothèse, hein, peut-être que le fait que le plus de personnes possibles, de personnes normales qui ne sont pas impliquées dans des histoires politiques, soient informées ou averties de ça, c'est suffisant, ou en tout cas c'est juste, pour faire bouger les choses.
Et c'est pas la peine de perdre de l'énergie à vouloir convaincre 300 personnes qui seraient aux manettes au niveau politique, au niveau représentant politique. Entièrement Je dis bien d'accord. peut-être, hein. Voilà, c'est une possibilité. Peut-être que grâce à Internet ou des choses comme ça, il n'y a pas la peine, il n'y a pas besoin de passer par la télé. Je dis bien peut-être. Euh, euh, Par ailleurs, il se trouve que j'ai participé à pas mal de DVD en fait, ou en tout cas de documentaires pour l'instant. Il y a eu Bien sûr. les 3 principaux, on pourrait dire, ou les 4. Il y en a eu un qui est passé sur Arte qui s'appelle Sous le feu des ondes en 2009, qui était sur les pollutions électromagnétiques et ce que la science savait, ou en tout cas sur ce que les chercheurs avaient trouvé sur le sujet. Ça permettait de photographier à un moment donné l'état de l'art de la connaissance scientifique sur l'impact des ondes sur le vivant. Ensuite, en 2012, on a fait Sous le feu des ondes avec, on a fait Les sacrifiés des ondes avec Jean-Yves Billien, qui, en abordant l'électrosensibilité, donc les personnes touchées dans leur chair qui deviennent allergiques aux pollutions électromagnétiques, ont refait un tour d'horizon de ce que la science sait aujourd'hui quant à l'effet des ondes sur le vivant, donc risque de tumeur du cerveau lié à l'usage du téléphone mobile, risque de leucémie lié à la présence d'une ligne à haute tension, ou en tout cas d'être dans une certaine distance un peu trop proche du réseau électrique. Il y a des effets sur les gènes, attention au téléphone de CT, couper le Wi-Fi pendant la nuit, etc. Utiliser toujours l'oreillette, enfin voilà, donc on passe un peu tout ça en revue. Et puis il y a eu aussi 2 autres documentaires. J'ai participé au DVD Water, qui tourne un peu partout et qui tourne plutôt pas mal. Et j'étais très content et touché d'être invité à faire partie des personnes qui pouvaient faire passer des trucs et astuces, des connaissances au public, notamment le fait de boire de l'eau faiblement minéralisée ou trop minéralisée dans le corps, quoi. Il vaut mieux boire une eau de source faiblement minéralisée, c'est-à-dire grosso modo inférieure à 100 mg. Donc c'est plutôt de la rosée de la Reine, du Montroucou, il y en a encore une troisième, on peut dire éventuellement Volvic, mais parce que moins vous avez de pierres en poudre, de minéraux dans le corps, moins votre corps va être sensible aux champs électromagnétiques extérieurs. Donc voilà, donc des électrosensibles qui ont changé d'eau, qui ont arrêté de boire une eau minérale, qui sont passés à une eau de source faiblement minéralisée, et ben tout de suite au niveau de leur corps, ils étaient beaucoup moins sensibles aux champs électromagnétiques qui venaient agiter et secouer d'un point de vue électrochimique ce qui se passe, les ions positifs, les ions négatifs qui sont présents à l'intérieur du corps, quoi. Donc ça, c'est les fameux cations et anions. Donc ça, c'est un premier aspect. Et puis il y a eu aussi le DVD sur le quinton et la hernie discale qu'on avait fait avec Jean-Yves Billien, qui est le premier DVD qu'on a fait ensemble. Par ailleurs, je donne des conférences. Effectivement, la revue Orbs, l'idée, c'est que plutôt que de faire un livre de plus tout seul, j'ai préféré mettre en place une structure, un cadre, qui permettait à tout le monde, ou en tout cas à ceux qui avaient des choses à dire et qui étaient importantes pour nous tous, de monter à bord. Voilà, et ça permet autant de parler d'archéologie que de génétique, que de cosmologie. Là, par exemple, dans le numéro qui est présent, le numéro 0, dans le commencement, on a un texte de Barjavel qui est présent à l'intérieur, qui est extrait du dernier livre de Barjavel, qui s'appelle Demain le paradis, qui est un bouquin qui n'est pas très connu, qui n'est pas une fiction ou un roman, c'est un essai prospectif. Et ce bouquin, Barjavel est décédé au milieu des années 80, en novembre, grosso modo, ou en octobre, et le livre Demain le paradis, c'est le dernier bouquin paru de lui, qui est paru à titre posthume en février, qui suivait son départ. Et quand on lit Demain le paradis, cet essai prospectif, on a l'impression que ça a été écrit il y a 15 jours. Et dans chaque numéro de la revue, il y aura comme ça un texte des années 80 qui continue à être pertinent aujourd'hui, sauf qu'on a oublié qu'il a existé ce texte. Donc, il y a effectivement, moi je crois plutôt à l'éveil des consciences individuelles, personnelles des personnes, par tous les moyens possibles, que ce soit le net, le livre. L'intérêt du bouquin, à mes yeux, on est aujourd'hui, on est trop devant les écrans. On est trop devant les écrans. Et donc, que ce soit le téléphone portable, l'ordinateur, et ainsi de suite. Et parce que être devant les écrans, ça s'accompagne d'un phénomène que des ophtalmos ont identifié, qui est d'avoir une réduction du champ visuel.
Or, la réduction du champ visuel d'un point de vue cognitif ou du fonctionnement du corps, c'est un symptôme qui est associé à un état de stress. Donc, on se fabrique des œillères, enfin, en tout cas, parce qu'on est devant des écrans qui sont petits, ils font 4 cm sur 3, on est devant des petits trucs, on se fabrique un rétrécissement du champ visuel. Or, ce rétrécissement du champ visuel est, par ailleurs, identifié comme étant antinomique, contraire à la notion d'ouverture de conscience. Donc, il n'y a aucun souci par rapport au fait d'être devant l'ordinateur, il n'y a aucun souci par rapport au fait d'être devant Internet ou d'utiliser un mobile. Le problème, c'est que plus on le fait, en le faisant, ça se déroule au détriment du reste. C'est-à-dire que ça exclut le reste de nos champs d'expérience. Et donc, comment on fait pour s'informer si on a l'ordinateur qui ne démarre plus? Comment on fait pour lire quelque chose si on n'a pas d'électricité pour recharger son matos? Okay. Donc, moi je pense en tout cas que la relation écologique à notre environnement, et notamment à notre environnement technique, il passe aussi par là. C'est-à-dire qu'on valorise vachement la notion de biodiversité par rapport aux vivants, par rapport aux espèces. Dans le prochain numéro de Orbs, pas celui qui est disponible aujourd'hui, mais celui qui va venir, on aborde la notion de la biodiversité des monnaies. C'est-à-dire les fameuses histoires des monnaies complémentaires, grâce à un entretien de Bernard Litter fait par Eric Tarian, qui est un journaliste. Donc, sur la biodiversité des monnaies, au sens où, entre un système monopolistique avec une seule monnaie et plein de petites monnaies, et ben, quand le truc se pète la gueule, si ça arrive, s'il y a un accident, s'il y a un problème, les petites monnaies, c'est plus sécure. Il y a moins de risques de problèmes s'il y a plein de petites monnaies, ou en tout cas des monnaies alternatives qui existent. Et donc on peut continuer comme ça. On a longtemps critiqué la pensée unique. Ça signifie quoi? Que la biodiversité de la pensée, ça a du sens aussi. L'exception culturelle française, ça illustre les notions de biodiversité culturelle. Bref, la notion de biodiversité en général, dans des champs confondus, semble pertinente. Et je pense que la biodiversité dans les activités du quotidien, c'est pareil si on fait 8 heures de sport par jour. 8 heures de sport, c'est peut-être un peu too much. 8 heures assis sur un tabouret dans la journée, c'est peut-être un peu too much. C'est la diversité des activités dans la journée, c'est la diversité des sources d'information, c'est la diversité des expériences sensorielles ou des expériences ergonomiques que vous allez faire avec votre corps. On a 5 sens, donc on a plein de choses magnifiques à ressentir, avec le toucher, avec les yeux, avec l'audition, avec la sensation, avec bien entendu d'autres, avec l'audition également. Et c'est pour ça qu'on a fait un livre. Pour éviter, parce qu'avec le livre, il y a le relief. Il y a quelque chose qui se passe en le tenant entre les mains et en sentant le papier entre les doigts. Il y a une information qui passe qui est d'un autre ordre que le fait de regarder des électrons qui viennent à la surface d'un écran. Voilà. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question. Mais... Je ne sais pas si il répond bien, parce qu'il n'y a pas de réponse bien attendue. En fait, la question visait à savoir s'il y avait des ouvertures de ce côté-là. Si dans ce cheminement d'éveil des consciences... en l'occurrence, pour te répondre par rapport à ça, j'ai fabriqué l'ouverture. C'est-à-dire j'ai monté une société, une maison d'édition, le Capital Humain Édition, pour éditer la revue Orbs, l'autre planète, c'est-à-dire pour contribuer à diffuser certaines informations dans une logique de ce que moi j'appelle l'information socialement responsable, celle qui a en tout cas des prétentions à être utile ou à avoir du sens, ou en tout cas à relayer des informations qui enrichissent sans doute la compréhension du monde et qui nous aident ou nous invitent à être plus autonomes, plus responsables, plus conscients. Voilà. Des informations négatives, il y a plein de médias qui les relaient, ou des informations, on va dire, sur le sport ou sur la finance, il y a plein de médias qui les relaient. Donc c'est pas la peine de créer un nouveau média pour faire la même chose. Évitons, sortons d'une redondance, sortons de la redondance ou d'une information copier-coller, quoi. Là, il y a d'autres infos qui existent, on n'en entend pas parler. En plus, c'est des infos plutôt sympas. Allons-y, quoi. Qui ont des conséquences majeures si on réalise à quel point elles sont importantes. Voilà, bien sûr. Si je parle de la télévision, c'est parce que la télévision, l'être humain est plus sensible à l'aspect visuel, et c'est ce qui le marque le plus apparemment. Quoique, on parle de la nuisance elle est plus sonore en fait. La plus grande pollution, c'est juste pour bon à savoir sur les histoires de télévision. La télévision, notamment si on la regarde, ça peut sembler étonnant comme remarque, mais c'est parce qu'il y a pas mal de personnes qui allume la télévision pour avoir quelque chose qui fait du bruit autour et on vaque à d'autres occupations, on ne la regarde pas. Si on la regarde, ça induit un état de transe légère. On est dans une demi-hypnose.
C'est une transe légère qui fait que... C'est pour ça qu'il y a cette fameux truc que je me cale devant la télé, je suis avec ma bière ou avec autre chose, et je me vide la tête et c'est cool. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, la télé, le dispositif médiatique de la télévision induit un effet de transe légère au niveau de l'activité cérébrale, et cette transe légère fait... C'est ça qui explique cet état particulier qu'on ressent, où on est posé devant la télé, on a l'impression de suivre et on est un peu comme ça mesmérisé par un effet lumière dansante, des images qui bougent à l'écran et Ouais, qui j'aime beaucoup clignotent. l'effet Mesmer, oui. Ouais. Et puis on s'en souvient un peu, mais en fait on s'en rappelle plus. Il y a ça c'est-à-dire que c'est pas le média d'un point de vue vraiment neurophysiologique, c'est pas le média ou l'outil qui est le plus adapté pour l'apprentissage. C'est adapté pour le spectacle, c'est adapté pour le côté je me rince la tête, mais à part ça, bon, bah, une fois qu'on a éteint, on se rappelle vaguement de ce qu'on a vu, mais pas plus que ça, quoi. C'est-à-dire on va se rappeler des trucs, on peut éventuellement se rappeler des trucs loisirs, mais pas vraiment. Mais c'est uniquement parce que c'est un état de conscience très particulier qui a été mis en évidence dès les années 80 en termes de neurophysio, en termes de transe légère. C'est de la transe hypnotique légère induite. Alors, quelle serait la différence entre regarder un documentaire, voir par exemple un homme s'exprimer dans le cadre d'un amphithéâtre, et puis nous, derrière notre écran, à la rigueur, je dirais, comme étant étudiant ou participant à cette conférence de ce spécialiste dans qu'importe le domaine. Est-ce que là aussi, je suis hypnotisé du fait d'avoir le filtre de l'écran de télévision, ou alors ce que tu nous dis implique que lorsque je suis dans l'amphithéâtre présentement avec l'intervenant, eh bien je suis aussi dans cette transe légère. Qu'est-ce que ça implique? Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est sûr, c'est que la passivité, et notamment la posture que vous allez avoir en étant assis, a une incidence sur ce qui se passe dans le corps. Bon, là, on peut éventuellement passer quelques minutes là-dessus, mais la posture qu'on va avoir en s'asseyant induit des pressions dans le corps. Ces pressions dans le corps se traduisent par une activité électrique particulière. Et donc, ce qui fait que la posture que vous allez adopter, si vous êtes replié sur vous-même ou si vous tenez le dos droit, bien sûr, c'est une conséquence chimique gazeuse par rapport à la façon dont vous respirez et donc dont vous oxygénez vos tissus, mais il y a aussi une conséquence électrique par rapport à la façon dont la bioélectricité traverse la moelle épinière et la colonne vertébrale. Okay, donc il y a des conséquences de cet ordre-là. Donc l'art martial au quotidien, on peut tout à fait le pratiquer, c'est pas un problème. On est vraiment parti super loin là, à 3h moins le quart du matin. Donc je reviens à mon histoire de posture. Donc ce qui fait que écouter quelqu'un en conférence via un écran de télévision pendant 3 heures, je pense qu'il n'y a pas forcément beaucoup de monde qui vont faire ça. Mais en live, en vrai, dans un amphi, c'est pareil, il n'y a pas beaucoup de monde qui vont faire ça. Et pourquoi? Parce que c'est lié au dispositif. C'est-à-dire que certes, là, on n'a pas la médiation de l'électronique ou de l'écran, mais on est dans un dispositif passif, c'est le fameux cours magistral, où on est assis sur le truc et à des moments on décroche. Pourquoi? Parce qu'on a aussi des fonctionnements au niveau du cerveau, des cycles qui font qu'on a des cycles d'attention de 20 minutes. C'est pour ça que le format TED dans les vidéos sur Internet fonctionne si bien. Parce que le format TED qu'on a tous pu regarder par Internet, c'est des vidéos qui durent 15 minutes. Entre 12 et 16 minutes maximum. On va dire c'est 12-13 minutes. Parce que c'est le format optimum pour l'assimilation. Gloup, on avale la pilule d'information, on avale le petit module d'information, la brique. C'est le module optimal en termes d'attention et de mémorisation. Est-ce que c'est pour cette raison que, à travers la télévision américaine, mais bon, je crois que c'est aussi pareil en Inde, tu as des pubs toutes les 15-20 minutes? Éventuellement, oui, bien sûr, bien sûr. Ce qu'il y a de certain, c'est que le corps humain, c'est un système qui s'adapte aux variations. Donc, fabriquer des variations, c'est un moyen de stimuler le corps et de façon à le garder alerte. Après, le problème, c'est que comme nous sommes des systèmes qui sont structurés par l'expérience, si notre expérience, c'est un zapping en permanent, notre système nerveux
va, au niveau des connexions neuronales, va se structurer sur une logique de zapping et donc va avoir du mal à rester immobile ou va avoir du mal à pouvoir soutenir l'attention pendant un long moment. Et c'est là où c'est donc très intéressant ou voire stratégique de se fabriquer des composés d'expérience, des cocktails d'expérience, d'enrichir ces référentiels d'expérience qui conjuguent éventuellement des activités court terme, mais aussi des activités long terme. Parce que si on n'entretient pas les réseaux neuronaux qui permettent de lire un bouquin pendant 2 heures, eh ben, vous allez vous rendre compte à un moment donné que vous n'êtes plus capable de lire un bouquin pendant 2 heures. Parce que les systèmes de renforcement du vivant, ou en tout cas, comme c'est l'expérience qui structure la matière, et donc c'est ce qu'on va faire qui entretient les connexions neuronales qu'on va développer, si on ne pratique pas, on perd. Au moins, c'est le mérite d'éclair. Autre élément, puisque je sais que tu t'es intéressé au programme de l'Institut Monroe, justement sur les 2 hémisphères cérébraux et la manière dont ces derniers peuvent peut-être nous amener à des états de conscience élargis, modifiés. Chacun dit ce qu'il en veut pour ce qui est des termes. En tout cas, de ce que ça implique. Et puisqu'on parle d'hypnose, donc d'avoir peut-être une certaine transe légère, voire peut-être profonde. Qu'est-ce qui se passe au niveau de nos cerveaux et dans quelle mesure est-ce que ce qu'a mis en avant Monroe à travers ces différents protocoles peut nous aider à développer justement certaines facultés, non pas pour développer des facultés pour avoir des pouvoirs, c'est pas le terme, mais pour développer finalement la conscience que l'on a de nous-mêmes. Tout à fait, Laurent. Non, pour te répondre, soyons sérieux quelques instants quand même. À l'heure qu'il est, n'oublie pas que chaque instant est dramatique dans ce que j'explique, hein, quand même. Tu peux remettre le micro pour que les auditeurs bénéficient de ton fou rire si tu veux. Un petit peu, oui. Donc, pour reprendre, là on parle du Monroe, c'est-à-dire de cette technique de son légèrement décalé qu'on va écouter de part et d'autre, qu'on va écouter d'un côté et de l'autre de la tête, et qui va faire qu'au niveau du cerveau, on va, pour harmoniser, pour se mettre au diapason de ces 2 sons légèrement décalés en termes de fréquence sonore, le cerveau va fabriquer une activité cérébrale qui va faire le lien entre les 2 sons. Et donc ça fabrique de l'unisson. Et donc ça fabrique une synchronisation de l'activité cérébrale. Dans la continuité vraiment de ce que je disais il y a quelques minutes, puisque chacune de nos expériences contribue à façonner notre cerveau, contribue à fabriquer des connexions neuronales. Donc ce qui se passe, c'est que ce qui est super intéressant avec le Monroe, c'est qu'en fait, ça fabrique des connexions neuronales qui vont permettre, le moment venu, de s'affranchir du Monroe. Parce qu'on va être capable d'atteindre ces états-là sans l'inducteur, sans le système sonore qui suscite l'état ou qui invite à rentrer dans cet état-là. Parce que nous allons, en faisant l'expérience, on fabrique un réseau de neurones qui est associé à cette expérience. Quand on répète l'expérience, on renforce le réseau neuronal qui est en place ou le circuit de neurones qui est impliqué. Et donc, à un moment donné, plus on pratique, plus ça s'inscrit dans notre configuration cérébrale, dans l'anatomie de notre cerveau. C'est inscrit dans la matière. Ce qui était au départ une expérience énergétique, c'est-à-dire 3 décharges électriques au niveau de nos neurones et qui se retrouvent dans nos activités cérébrales, ça s'ancre progressivement dans notre structure cérébrale via l'anatomie du cerveau, via les configurations, les circonvulations cérébrales par rapport à la façon dont les connexions se tissent, se retissent, se surtissent et se tissent encore. Okay, il y a ce qu'on appelle du renforcement. Et donc c'est ça qui est très intéressant, c'est que ça fabrique une expérience qui contribue donc à nous muscler le cerveau ou qui contribue à nous restructurer le cerveau. Mais cette restructuration, et ça c'est entre guillemets propre au Monroe ou à des techniques qui ont en tout cas cette éthique-là, puisque le Monroe a cette éthique-là, pour en avoir fait un petit peu, je peux en témoigner en tout cas, ça pousse ou ça nous invite à l'autonomie. Ce n'est pas une technique qui fabrique de la dépendance, c'est une technique qui suscite de l'autonomie. Et parce que plus on va en faire, plus on rentre facilement dans ces états-là. Et donc automatiquement, on peut s'affranchir du système son et donc du CD au Monroe, et voilà, puisque à un moment, hop, on sait y aller tout seul. Quoi. Alors, voilà. Qu'est-ce que cet état-là, si on peut parler d'état, de cette réharmonisation
de ces deux hémisphères cérébraux. Qu'est-ce J'ai que... jamais fait écouter du Monroe à une plante, mais il faudrait que j'essaye. Ah, c'est pas con. Ah ouais, non, bah oui, bien sûr. Qu'est-ce que cela est censé procurer? Enfin, procurer, c'est pas le terme. En fait, si tu veux, c'est juste que la technique Monroe, il y a une échelle des états de conscience qui a été donc étalonnée par la technique Monroe, qui est une technique qui date de la fin des années 50 aux États-Unis et qui est devenue publique avec le milieu des années 70 à peu près. Quand ça a été présenté pour la première fois au public, voilà, que c'est sorti un peu des labos, ou en tout cas du petit groupe qui mettait ça en place. Donc ils ont étalonné des niveaux de conscience différents, et on va dire niveau 10, niveau 12, niveau 15, niveau 17, et c'est juste en fait des strates, des seuils. Euh, c'est comme l'avion quoi, qui est à 30 000 pieds, 15 000 pieds, 10 000 pieds. Quoi, voilà. Et quand on est en état de conscience normal, quotidien, on est niveau 1, quoi. Et puis quand on est en train de dormir, on va être niveau 10 par exemple, quoi, ou niveau 12, bref. Et puis après, on va continuer à monter comme ça. Et donc ce qui est très intéressant, c'est que cet outil d'étalonnage permet... donc ce qu'ils ont identifié, c'est que pour chaque état de conscience modifié, il y a un cocktail d'ondes cérébrales particulier. Et donc du coup, la musique permet de prendre la main du cerveau, si je puis dire, et de favoriser l'accès ou l'entrée dans cet état de conscience modifié là. Et du coup, le cerveau apprend, ah oui, tiens, je peux, ah oui, d'accord, etc., etc. Il apprend à rentrer dans ce type d'état de conscience modifié. Et après, il n'y a pas vraiment de finalité, ou alors en tout cas, il y a la finalité que vous pouvez y mettre. C'est-à-dire que tu as des personnes qui vont le faire, ou qui vont faire du mono, ou qui rentrent dans des états modifiés de conscience, dans des logiques de guérison, de soins et de cicatrisation, de résolution du karma, on pourrait dire. Pour d'autres, au contraire, c'est l'exploration. C'est aller voir ce qui se passe, se balader. Enfin, se balader, c'est au sens découvrir un nouvel espace, c'est dans ce sens-là. Pour d'autres, ça va être trouver des réponses à des questions. Pour d'autres, ça va être au contraire imaginer des choses, ce qui est une autre forme de question, non pas fermée, mais ouverte. Bref, chacun sa motivation, ou en tout cas son questionnement dans ce voyage-là. Et c'est ce qu'on va retrouver aussi dans des personnes qui vont faire des chants chamaniques et ainsi de suite. Hein, dans tout ce qui est démarche d'état de conscience modifié, que ce soit par de la musique, de la prise de substance, de la respiration, du corporel, quand on bouge ou qu'on danse d'une certaine manière, ou là, effectivement, avec ces trucs un peu de musique, activité cérébrale, onde cérébrale, machin, tout ça qui est propre au Monroe. Et donc, on est avec une échelle qui étalonne les différents états de conscience, et ce qui est très intéressant, c'est que du coup, cette expérience individuelle, subjective, fondamentale, qui est liée à votre état de conscience modifié, il se trouve que ça correspond à un barreau de l'échelle. Vous êtes au niveau 12, au niveau 15, au niveau 14, ou au niveau 7, peu importe. Et donc, du coup, vous allez pouvoir discuter avec les personnes qui ont aussi connu le 15, ou le 14, ou le 15, ou le 17. Okay, donc, son expérience est la sienne, et de l'autre est fondamentalement personnelle et non communicable en tant qu'expérience. En revanche, il se trouve que le vécu qui est le sien a été avec un état de conscience qui, par rapport à cette échelle, est analogue à ce que vous avez connu. Et donc, du coup, vous êtes en mesure d'échanger via cet intermédiaire que représente l'échelle des états de conscience. Après, il se trouve que, comme ça fait depuis les années 70, donc ça fait 40 ans, 45 ans, 50 ans, 60 ans qu'il y a du Monroe qui est pratiqué, il y a des milliers de personnes qui ont pratiqué le Monroe. Et comme il y a des milliers de personnes qui ont pratiqué le Monroe, eh ben, il y a des points communs dans ce qui est ramené en termes d'expérience. Et c'est là où le voyage individuel que permet le Monroe vient nourrir la compréhension collective, la description collective qu'on peut avoir de certains états de conscience modifiés. Donc il y a vraiment un truc très structuré méthodologiquement parlant, très très sain de mon point de vue, qui en plus s'accompagne dans la façon dont fonctionne le vivant et dont le corps en tant que système apprenant, qui fabrique de l'autonomie et non pas de la dépendance. Et en l'occurrence, comme ça démystifie un peu pas mal de choses, et donc comme ça démystifie, on est cool. On est tranquille, on est cool, on n'est pas en train de se raconter des fantasmes. Voilà. Et ça, à mon avis, les vertus fondamentales du Monroe. Est-ce que tu estimes que le Monroe contribue à ce sentiment d'unicité? Oui, comme toute expérience de conscience, d'état modifié de conscience. Les personnes qui reviennent de NDE, elles ont aussi ce sentiment d'unicité ou ce sentiment d'amour envers leur prochain, enfin, d'amour en tant qu'énergie reliante
en tant que énergie fondamentale partageable entre chacun. C'est dans ce sens-là. État, ou en tout cas énergie, faisant lien. Voilà. Est-ce que tu as eu l'occasion de noter, et j'imagine que ça s'est fait par palier, pour toi en tout cas, de cet éveil de conscience à l'importance de qui tu es, j'entends par là, en tant qu'individu, d'être humain, ayant une conscience d'elle-même, avec le pouvoir que tu as en tant qu'être humain, que tout à chacun a, hein, avec Oui, le pouvoir d'agir, le pouvoir d'imaginer, le pouvoir de dire, le pouvoir d'aider. Exactement, d'être créateur, ouais, c'est vraiment ça. Dans quelle mesure est-ce que peut-être différentes étapes dans ta vie, expériences, ont contribué à te faire passer certains seuils est-ce que c'est uniquement, j'allais dire, à travers tes recherches? Est-ce que tes recherches sont uniquement livresques? Non. Est-ce qu'elles sont faites de rencontres? Bien évidemment. Dans le moment où tu vas vouloir faire un article sur tel ou tel sujet, que tu vas rencontrer un spécialiste, que tu vas faire ce que je suis en train de faire, de poser des questions, d'essayer de comprendre, de saisir, dans quelle mesure est-ce que tu vas intégrer l'élément qui t'est donné, et puis le faire tien, le digérer, l'intégrer. Et donc c'est pour ça que je te parle de paliers. Est-ce que tu peux peut-être nous faire part, si tu le souhaites, de certains éléments, rencontres, événements qui pour toi ont été déterminants dans l'intégration ou la prise de conscience ou le choc, si choc il y a eu, de passer une phase, un cycle, un palier? C'est difficile de répondre à cette question parce que, en tout cas, en ce qui me concerne, dans ma trajectoire, il n'y a pas forcément de palier nettement dessiné, nettement identifié en tant que tel. Tu veux dire donc que par rapport au cycle dont on parlait tout à l'heure, tu n'as Ouais. pas eu le sentiment d'avoir fini un cycle à un moment donné, d'en avoir ouvert un autre Non, pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est toujours pareil d'avoir des interprétations rétrospectives. C'est-à-dire de se dire, tiens, quand on regarde les 10 dernières années, ah bah tiens, en fait, la thématique des 10 dernières années, c'était ça. Ou alors, tiens, si je regarde mes 20 dernières années, pendant 10 ans, c'était ça qui se passait, et puis les 10 ans d'après, ça a été autre chose. Après, sinon, des paliers ou des changements, la naissance d'un enfant, c'est un palier, c'est-à-dire qu'à la fois, on est le même, mais il y a un avant et un après fondamentalement différents. Voir un film comme Matrix ou Fight Club, c'est aussi un palier, ou c'est aussi en tout cas une expérience importante dans le fait que, poum, on prend conscience de quelque chose. Des expériences de conscience modifiées, qu'elles soient spontanées ou cultivées ou répétées, peuvent être considérées comme des paliers, mais pas en tant que telles individuellement, plutôt en tant que collectivement parlant, si par exemple c'est pendant un stage qui dure une semaine où il y a 6 séances de Monroe par jour par exemple. Vous voyez, c'est des choses comme ça, quoi. Mais ça peut être aussi un livre, hein. Oui, tout peut être un oui, élément. voilà, exactement. C'est-à-dire que donc c'est sûr que ma première enquête, l'énergie secrète, c'est un palier, mais en même temps, c'est pas le livre en lui-même qui est un palier. Ça a été les 5 ans d'enquête ou de rencontres ou de vadrouille dans les années qui ont précédé l'énergie secrète, dans les mois qui ont précédé l'énergie secrète. Et donc on est sur. C'est pour ça qu'il y a plus une espèce de système en apprentissage permanent, avec à des moments comme une paupière ou une fenêtre qui s'ouvre en disant tiens au fait, ah oui tiens, comme là on est en train de discuter ensemble et d'un coup je me dis tiens au fait j'ai jamais essayé de voir, de faire écouter du Monroe à des plantes. Il y a des études qui sont sur le son et les plantes, il y a des études qui sont sur les plantes et la musique classique. Mais du Monroe à des plantes, c'est-à-dire, vu qu'elles n'ont pas forcément de cerveau, vu qu'elles n'ont pas forcément d'oreille, qu'est-ce qui peut se passer? Et en même temps, est-ce que éthiquement parlant, il est juste de faire ce type d'expérience avec une plante, ou est-ce qu'il faut que je saisisse un comité d'éthique pour leur faire vivre ce type d'expérience? Enfin, bref, on peut rentrer comme ça sur des questionnements qui peuvent être poussés, si on le souhaite. Mais en tout cas, il y a les moments où on a des idées qui viennent. Moi, il se trouve, en tout cas, ça c'est sûr, en termes de fonctionnement cognitif, j'ai plutôt un raisonnement inductif. C'est-à-dire, je ne suis pas dans le déductif existe, mais j'ai d'abord un raisonnement inductif, c'est-à-dire que je collecte des informations, et à un moment donné, il y a quelque chose qui vient en termes d'idées, en termes de liens, en termes de synthèse, de choses qui fait lien et qui rassemble ces données-là ensemble dans une perspective. Voilà, c'est plutôt comme ça que ça se passe dans mon cas.
le fait de faire du Qigong, par exemple, et les sensations qu'on peut avoir au bout des doigts, au bout des mains ou autour du corps quand on fait un Qigong, la première fois notamment, c'est intéressant. Ou en tout cas, ça peut être intéressant si on vient d'une trajectoire où on n'a pas l'habitude d'écouter son corps, par exemple, ou d'écouter les perceptions de son corps. Mais pour d'autres personnes qui ont fait du chant, ça va être le chant qui est un élément révélateur. Donc, C'est pour ça que je te demandais pour toi. Ouais, Mais ouais. en tout cas, bon, voilà, t'as Voilà. pas apparemment de paliers ou d'informations que tu as pu découvrir qui pour toi ont été. Révélatrice. Hein. Tu sais, c'est genre waouh, waouh. Waouh, waouh. Il y a Intelligence dans la nature, le bouquin de Jérémy Narby, qui était bien, qui a sa place. Il y a eu Dialogue avec l'ange, qui a sa place, qui est intéressant. Et là, c'est juste par rapport à des références livresques. Après, il y a les références de vie. Peut-être quand on va en boîte à l'âge de 19 ans et que on a des transes spontanées en dansant avec les trucs qui clignotent. Ça peut être aussi, c'est une expérience de vie. Donc, il n'y a pas de. C'est pour ça que tout ça est relativement intégratif en fait dans mon vécu. Voilà. Il n'y a pas de rupture violente avec un avant ou un après. Ou en tout cas, l'avant et l'après, quelque part, il est à chaque instant, quoi. Facile. Oui, facile. Bah non, ok, il n'y a pas de souci. Je te laisse répondre. Tu vois, j'attends pas de réponse bien spécifique. Tu réponds comme tu le sens. Écoute, Maxence. Oui, un truc, ça a l'air rien du tout, quoi. Mais c'est vrai que par exemple, c'est quelque chose que je cite souvent dans les conférences. L'aide-mémoire de l'OMS de 93, qui liste en matière de champs électromagnétiques. C'est un aide-mémoire sur l'électromagnétisme. Et qui donc, il date de 93, et sur les champs magnétiques, les champs électriques, l'électromagnétisme. Et donc, dans cette aide-mémoire, il y a une partie sur les champs artificiels et une partie sur les champs naturels. Dans la partie sur les champs naturels, il y a la partie qui est liée au soleil ou à l'espace, et la partie qui est liée au vivant. Et donc, dans cette aide-mémoire de 93, il y a marqué noir sur blanc que le corps humain émet des rayonnements électromagnétiques allant à des fréquences jusqu'à 300 GHz. Voilà, c'est marqué noir sur blanc dans un compte-rendu de l'OMS de 93. Donc quand les gens disent l'intangible ou l'immatériel ou les champs électromagnétiques autour du corps humain, c'est des conneries, ça n'existe pas, il y a une partie de moi qui a un peu envie de leur dire je suis désolé, vous me semblez mal informé. Pour être poli. Voilà. Diplomate, disons. Oui. Bah oui, non, mais des fois, il y aurait envie de rentrer dedans. Soyons fous. Oui, mais à quoi ça sert? Bah, être fou. S'il n'y a pas de règle. Je te laisse responsable de tes ondes cérébrales. Électroculture et énergie libre, Maxence Laillé et Roland Verlaine pour ce livre Les bienfaits de l'électricité et du magnétisme naturel pour des cultures écologiques. C'est aux éditions Le Courrier du Livre. Laillé, j'appelle le nom de famille, Layet. Et puis on rappelle la revue Orbs, Orb, c'est le numéro 0. Donc Orb que j'appelle, ORB, et puis il y a le S, qu'on prononce ou qu'on prononce pas, ça dépend. L'autre planète que vous pouvez vous procurer sur orps.fr, www.orps.fr, donc avec les différentes thématiques que nous avons abordées ce soir. Parmi de nombreux sujets, hein, il y en a à foison, très belle revue que je vous recommande. Belle illustration, beau papier, enfin voilà, c'est la revue que l'on met dans sa bibliothèque, effectivement. Maxence. Essayez de fournir de l'information pérenne. C'est bien dit. C'est sûr que s'il y a une grosse éruption solaire et qu'il y a tous nos satellites qui clashent, bon, c'est un peu savage, tu parlais de Barjavel, hop, retour à l'âge de pierre, les gens enfermés chez eux, eh bien, qu'est-ce qui nous restera comme savoir à part les livres? Livres qui, à l'heure actuelle, aux États-Unis, je le précise ou je le rappelle, sont à l'heure actuelle mis de côté puisqu'il est prévu que les livres disparaissent de la circulation aux États-Unis. Il n'y aura plus que des livres numériques. Ah bon? Ouais. Je n'avais pas vu passer cette information. Ouais. Donc c'est ce que je sentais en étant éditeur, c'est qu'être éditeur aujourd'hui par rapport au marché, au milieu, c'est un peu un acte de résistance. Et donc ce que tu expliques, ce que tu indiques, en tout cas, invite enfin, ça me semble être l'illustration politique la plus aboutie. Voilà. Merci à toi. Je t'en prie, merci Laurent de ton invitation, merci à vous tous. C'est un plaisir partagé. Je vous laisse, auditeurs, auditrices, avec... alors, c'est un truc un peu fou, mais bon, qu'est-ce qui n'est pas fou?
Je ne sais pas si vous connaissez Terry Riley. Terry Riley qui a été, entre autres, l'initiateur à certaines musiques que vous connaissez peut-être plus à travers Phil Glass. Phil Glass donc a appris, si je puis dire, à travers l'école de Terry Riley. Il y a eu un morceau à travers l'album INSEE qui dure 41 minutes 58 secondes exactement. Euh, c'est une musique qui justement peut amener certaines transes dont on parlait il y a quelques instants avec Maxence. Donc je vous invite, parce qu'il n'y a aucune radio qui vous passerait ça, mais vraiment aucune. Il n'y a vraiment que nous, on est suffisamment timbrés, barrés pour vous la proposer. Surtout à cette heure-ci. Voilà. Donc je crois que vous allez faire 10 minutes grand maximum à l'écouter. Au pire, vous êtes dans votre taxi. Non, mais Attention sur la route. En tout cas, oui, si pour l'avoir écouté tout à l'heure dans mon première, on peut dire que aller au-delà des 10 minutes, il se passe des choses dans la musique. Voilà. Donc Terry Riley, donc ça dure 42 minutes pour faire simple. C'est une expérience. C'est une expérience à vivre. On vous y invite. Et puis, je ne sais pas encore quelle autre archive j'aurai l'occasion de vous proposer. Cela dit en passant, je vous rappelle qu'à 6h, c'est l'heure anglaise avec Eckhart Tolle jusqu'à 7h. À partir de 7h, c'est sur ici-maintenant.com puisque nous quittons la bande FM pour y revenir à 14h. 14h avec Olivier, William, les ordinateurs, les infos concernant eh bien, tout ce qui est le domaine informatique, qui n'est pas vraiment mon domaine, vous l'aurez bien compris. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de nuit à notre écoute et vous retrouve vendredi prochain à 23h pour un nouveau magazine Énergie Positive. Maxence, encore merci à toi et à bientôt. Merci à vous, bonsoir. Au revoir. Voilà, donc je vous laisse vous installer confortablement. C'est tout de suite Terry Riley après cette petite annonce de tirée de l'album INSEE. In, plus loin c'est la lettre C. Bonjour à tous, Laurent Fent avec vous, une annonce vous concernant. Sachez que je vous propose un atelier conférence